Bonsoir, bonsoir tout le monde. Facebook vient de me dire que je suis officiellement en direct. Donc bienvenue à tous ceux et toutes celles qui vont venir nous rejoindre. Donc je vais prendre quelques secondes et quelques minutes à meubler le temps pour vous de rejoindre tranquillement le live. Et encore une fois, comme d'habitude, le premier ou la première qui se connecte, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez et vous me voyez? Et que ça pose pas de problème et que tout va bien. Yes, oui, salut Lucie, tu es toute jolie, mais merci, merci. Aujourd'hui, c'est sponsorisé par je sais pas quoi d'ailleurs. J'ai voulu faire un peu 60s, mais bon, bref. Voilà, bref, c'est gentil, c'est gentil. Bonsoir Malionia, bien sûr, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Je laisse un petit peu le temps aux gens de se connecter. Je suis ravie, ravie de vous retrouver. D'autant que là où je suis, c'est-à-dire à Lyon, il fait enfin des températures qui sont humaines. Donc je vais pouvoir faire un live sans littéralement dégouliner et me transformer en bougie qui fond. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bien. Bonsoir Orchidée. Oh, mais j'ai les deux sœurs ce soir. Bonsoir Kat ou Kate, je ne sais pas comment on dit. Premier live pour toi, mais bienvenue, je suis ravie de te voir. Je suis ravie de te voir. Bonsoir Jess, bonsoir Cassandre, bonsoir Julie. Donc je le dis à chaque fois, hein, mais Julie, c'est une autrice qui est aussi intervenante à la formation de l'ICAR, qui est top et qui est spécialisée dans la littérature de fantasy, pas que, mais c'est essentiellement sa littérature de prédilection, SF, anticipation, fantasy. Donc voilà, qui vient nous faire un petit coucou et que vous pouvez retrouver en tapant, ça commence bien, Rose Naro, et elle est publiée aux éditions de L'Homme sans nom, donc il ne faut pas hésiter en plus. Bonsoir Brittany. Ah, bonsoir. Alors, Johanna Jenna Vogel est mon binôme, la co-créatrice de l'ICAR et qui sera là pour aussi m'accompagner et donner plein d'autres réponses. Et c'est notre coach d'accompagnement de projet littéraire. Et elle est topissime dans notre formation. Donc, du coup, elle interviendra en soutien voilà, c'est des choses que je ne sais pas, auxquelles je ne sais pas répondre, comme par exemple l'organisation, tout ça, c'est plus son rayon. Bonsoir Cyrielle, ravie moi aussi de te retrouver. Bonsoir Steph, bonsoir Catherine, bonsoir Nelly, bonsoir Lorelai, bonsoir Elisabeth. Bon, bah c'est top, vous vous connectez, c'est cool, il y a déjà pas mal de monde, c'est super, c'est super. Oh, bonsoir Gabrielle, ça me fait plaisir. Ok, alors, pendant que vous continuez de vous connecter, je vous encourage à prendre de quoi boire, de quoi manger, de vous installer confortablement, parce que nous allons passer un petit moment à parler, à débriefer, à analyser tout un tas de questions qu'on se pose, que je me pose, que vous vous posez, que vous nous avez posées. Et voilà, il ne faut pas hésiter à réagir. Encore une fois, je fais ces lives vraiment pour vous aider. Donc, voilà, c'est important que vous vous l'appropriez et que vous puissiez me poser des questions. Donc, pour celles et ceux qui débarquent et qui arrivent pour la première fois à ce live, et je suis ravie, ravie, ravie que vous soyez là, voilà comment est-ce que ça se passe. On envoie un petit message sur nos réseaux sociaux et sur notre mailing un petit peu avant le live et on recueille tout un tas de questions. Donc, je vais commencer par prendre quelques questions et ça va me permettre d'avoir une porte d'entrée sur certains sujets. Et bien entendu, à chaque fois, réagissez, posez des questions sur n'importe quoi. Donc voilà, ces questions-là me servent d'introduction et je vais pouvoir comme ça commencer par quelque chose. Je tire un petit coin de la ficelle et bien sûr, vous, sentez-vous libre, soit de réagir aux réponses que je vais vous donner, soit m'entraîner sur d'autres types de questions, bien entendu. Comme d'habitude, je fais un petit message d'avertissement. Ceux qui me connaissent savent, je le fais à chaque fois, mais je le fais aussi pour ceux qui arrivent. N'oubliez jamais que ce qui est important pour vous quand vous vous lancez dans la carrière d'écrivain, c'est d'avoir et d'accumuler un maximum de connaissances. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que les réponses que je vous donne sont des réponses dogmatiques, sont des réponses générales et qu'à tous les coups, ça va se passer comme ça. Je vous donne simplement la somme de mon expérience, des expériences
aux auteurs que je connais bien et je commence à avoir un joli carnet d'adresses d'auteurs et bien sûr des éditeurs, parce que j'ai signé avec pas mal d'éditeurs et j'en connais aussi pas mal. Donc moi, je vous fais le résumé de tout ce que j'ai entendu, parce que les questions que vous vous posez, on leur a déjà posé la question pour le coup. Donc voilà, je vous fais le résumé de ce que pensent plusieurs éditeurs, plusieurs professionnels, plusieurs correcteurs, plusieurs auteurs, mais ça n'est qu'une moyenne. Et quand par contre je vous donne mon ressenti, moi, ma réaction à moi, je vous le dis toujours, je vous dis voilà, ça c'est une réponse qui n'engage que moi, je vous la donne, après vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est la matière première, à vous après d'aller vous confronter, parce que peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, et peut-être ça vous confortera dans vos choix, mais c'est surtout important d'avoir plusieurs sons de cloche et d'avoir un premier contact. Voilà pour le petit message d'avertissement. Alors, j'en profite pour dire bonsoir à ceux que je n'ai pas vus encore connectés. Donc, bonsoir Juliette, bonsoir Lova, qui est une de nos anciennes élèves de l'ICAR, bonsoir Romane, bonsoir Sarah, pour un deuxième live. Et du coup, je vois que tu as déjà posé une question, donc ça c'est super, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Bonsoir Karel, bonsoir Sylvie. Alors, c'est parti pour les questions que l'on m'a posées. Je vais en prendre une et encore une fois, je vous encourage à réagir, à poser des questions là-dessus ou à en poser d'autres. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, voilà les questions que l'on m'a posées cette fois-ci pour ce live. Et alors, la première question, alors là, je vous préviens tout de suite, cette première question, elle va fâcher. Parce que ce que je vais dire va peut-être pas faire plaisir à certains et certaines d'entre vous, mais encore une fois, vous me connaissez, si vous suivez mes lives, je ne pratique aucune langue de bois, donc voilà, je vous dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai contacté depuis que j'écris, et après, voilà, après, vous faites en toute connaissance de cause, ou vous choisissez de ne pas faire en toute connaissance de cause. Donc, cette fameuse question qui fait polémique, c'est faut-il laisser tomber les séries? Alors, c'est une Cécile qui me pose cette question et qui me dit, en suivant vos conférences, alors je suppose les lives et puis les podcasts peut-être, donc si vous ne connaissez pas, j'anime depuis plus d'un an un podcast qui s'appelle Devenir écrivain et vous avez un épisode par semaine qui aborde des thèmes très précis sur l'écriture et le métier d'auteur. Donc en suivant vos conférences, j'ai cru comprendre qu'il était difficile de faire publier une série de fantasy, surtout sans avoir déjà publié avant. Et donc, dans mon cas, serait-il stratégique de terminer mes projets d'écriture de romans one-shot? One-shot, c'est que ça se termine en un seul tome, du coup, même s'ils sont moins avancés et moins importants pour moi, afin d'essayer de les publier et d'ensuite seulement proposer ma série fantasy à la publication. Ah! Donc voilà. Alors là, allons-y gaiement. Première question, c'est une question polémique, c'est la fameuse question sur les séries. Bon, alors là, je vous fais la réponse de ce que j'entends autour de moi auprès de à peu près tous les éditeurs que je connais. Mettez-vous bien dans la peau d'un éditeur. Quittez votre peau d'auteur et mettez-vous dans la peau d'un chef d'entreprise, puisque les maisons d'édition, ce ne sont pas des associations, ce sont des entreprises. Les entreprises, le but, encore une fois, c'est de vendre. Elles doivent produire un chiffre d'affaires parce qu'elles doivent se rémunérer, elles doivent rémunérer les graphistes, elles doivent rémunérer les maquettistes, évidemment d'autres auteurs, elles doivent aussi rémunérer les avaloirs des nouveaux auteurs qu'elles souhaitent signer, peut-être éventuellement un peu de publicité, elles doivent rémunérer les distributeurs, les agents littéraires éventuellement si elles collaborent avec certains qui travaillent à l'étranger, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, une maison d'édition, elle doit générer du bénéfice. Donc, ça veut dire que si elle accepte de prendre des risques lorsqu'elle vous publie, et elles prennent forcément un risque, puisque si vous n'avez jamais publié, elle ne sait pas si elle va réussir à bien vous vendre ou pas, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique qui fait que à tous les coups, ce roman-là, si on le fait comme ça, si on le calibre comme ça et qu'on le vend comme ça, il va se vendre et il va être un best-seller, parce que vous imaginez bien qu'il n'y aurait que des best-sellers, donc eux non plus n'ont pas la recette magique, donc ils n'en savent rien. Et si vous avez déjà publié et que vous avez eu déjà un succès, malheureusement, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez à tous les coups des succès futurs et avec ce roman-là. Donc, il faut qu'ils prennent, comme tout chef d'entreprise, des risques calculés. Et le risque calculé, c'est quoi? Essentiellement, il va regarder dans quel genre vous publiez, donc a priori le sien, évidemment. Donc, dans son genre qu'il publie, quel est le type de sous-genre que vous avez? Si c'est un genre très, 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 très niche dans la niche ou moyennement niche. Si c'est un roman dont il peut rapprocher d'un succès littéraire qui a déjà eu lieu ou d'un succès cinématographique ou de série, il sait que c'est des arguments de vente. Si vous abordez des thèmes qui sont des thèmes d'actualité,
Par exemple, pour le young adult, si vous abordez des thèmes de harcèlement scolaire, d'addiction, d'identité sexuelle, etc., ce sont des thèmes qui sont à la mode, si je puis dire. Donc, du coup, par rapport aux commerciaux et aux distributeurs et aux libraires, ce sont des arguments de vente. Vous voyez, il fait ce calcul-là. Et très concrètement, si vous y allez avec une série en 4, 5, 6, 7 tomes, vous imaginez comment il le place, la série? Ça veut dire que le lecteur qui vous suit, il part financièrement pour l'équivalent de 5, 6, 7 livres. Rappelez-vous que le lecteur, c'est vous, hein. Donc son budget, il n'est pas illimité. Donc quand il part pour une série, il réfléchit à deux fois, hein, le lecteur, surtout quand c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas. Évidemment, quand c'est un Martin qui a fait Game of Thrones, dont on a fait une série, bon, bah voilà, forcément, ça aide beaucoup plus. Évidemment, quand on regarde The Witcher, forcément, les ventes d'une série telle que Witcher, elles explosent parce qu'on a déjà vu la série. Mais vous, vous n'aurez pas de série télévisuelle ou cinématographique, peu importe, derrière vous. Donc, du coup, l'éditeur, il va aller voir les commerciaux en leur disant, bon les gars, j'ai un super livre à vous fourguer. Bon, alors par contre, c'est une série en 6 tomes. Alors évidemment, là, les commerciaux vont dire, oui, bien sûr, nous, on va aller voir les libraires, on ne te connaît pas, mais on y va, et il va devoir placer les 6 tomes. Sachant que le lecteur, encore une fois, ben voilà, son porte-monnaie, il n'est pas extensible. Donc, quand on regarde les chiffres, et c'est très trompeur parce que du coup, beaucoup d'entre vous me disent, mais oui, mais les séries, ça marche forcément, parce que sur Netflix, c'est quasiment que tiré de séries. Ben oui, parce que Netflix, quand il part pour une série, c'est plus facile d'aller déjà vers un roman qui est en plusieurs tomes, parce que c'est déjà prédécoupé, alors que quand vous prenez un tome unique, ça veut dire qu'il faut que vous le développiez pour pouvoir faire plusieurs épisodes. Mais il ne faut pas confondre le fait que sur Netflix, c'est un format qui marche du feu de Dieu, mais c'est un format télévisuel. C'est pas du tout la même chose qu'un format en librairie, et donc vous pouvez difficilement comparer un succès littéraire avec un succès typé Netflix, avec évidemment tous les moyens de Netflix, hein, rien qu'avec sa plateforme et sa publicité, ça n'a juste rien à voir. Donc du coup, c'est très perturbant parce qu'on a l'impression que finalement, ce qui marche, c'est uniquement les séries. Oui, enfin non. D'abord, c'est parce que ça a été racheté par un géant tel que Netflix et qu'il l'a calibré pour que ça marche à la télévision. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas connu et un auteur qui n'est pas connu, comment vous voulez faire passer cette pilule-là? Donc vous sortez un peu de nulle part, vous n'avez pas de gros succès littéraires dans le genre, et l'éditeur, il faut que cash, il parte pour 6 tomes, sachant que si vous signe pour 6 tomes, si les premiers ne marchent pas, comme il vous a signé pour 6 tomes, il va sortir des bouquins qui ne marcheront pas. Donc quand on regarde les statistiques de vente, on ne va pas se mentir, les statistiques de vente, elles sont pas en faveur en la faveur de la série, c'est-à-dire que le premier tome se vend bien, le 2 un peu moins bien, le 3 encore un peu moins bien, le 4 encore un peu moins bien, etc. etc. Donc voilà, je vous donne le contexte. Après, ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous ne signerez jamais de série avec aucune maison d'édition. Je dis juste que c'est plus difficile, clairement. C'est beaucoup plus difficile. Donc, ce que font beaucoup d'ailleurs les éditeurs, c'est qu'ils vous signent pour un seul tome. Et donc, du coup, ils vous disent, bah voilà, si le premier tome ne marche pas, bah du coup, je ne publie pas le tome 2 et le tome 3. Et ce qui fait que c'est très difficile pour un auteur. C'est une position qui est très compliquée. Pourquoi? Parce que pour les lecteurs qui auront acheté le tome 1 et qui ne verront jamais le tome 2, à qui croyez-vous qu'il va demander des comptes? À l'éditeur ou à l'auteur? Alors je vais vous le dire tout de suite, je vous spoil, très clairement, le lecteur, il s'en fout de la maison d'édition, hein. La plupart des gens, ils ne savent pas chez qui Musso est publié, chez qui Martin est publié, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est le nom de l'auteur. Donc, ils vont toquer à votre porte, en fait. Et vous, ça va vous obliger soit à raconter un bobard, soit à être obligé de lui dire, ben oui, mais ma brave dame et mon brave monsieur, bah, visiblement, il n'y a que vous qui a aimé mon tome 1, il n'y a pas eu assez de succès, donc je ne peux pas faire un tome 2. Donc vous voyez tout de suite dans quelle posture est-ce que vous vous trouvez, soit vous mentez, soit vous êtes obligé d'avouer que malheureusement, bah, voilà, ça n'a pas tellement marché. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est logique. Dès qu'on se met dans la peau d'un éditeur, évidemment que c'est logique économiquement de ne pas signer pour une série, hein, très clairement. Et de moins en moins maintenant avec le contexte à l'heure actuelle. Je rappelle que le contexte à l'heure actuelle, c'est compliqué, hein. Donc il va falloir y aller avec des projets bétonnés, des thématiques modernes, des thématiques qui sont d'actualité et des one-shots, hein, si vous voulez signer.
Alors là, pour le coup, je vous donne mon sentiment personnel et ce que j'entends dire de mes contacts éditoriaux, hein. Donc c'est coincé, coincé là, hein. Donc voilà. Et encore une fois, hein, je dis pas que vous ne pourrez jamais signer de série, je dis juste que vous partez avec des casseroles, ça c'est certain. Après, vous pouvez peut-être partir pour une série un petit peu moins ambitieuse et qui se fait par exemple en 3 tomes. Ça c'est plutôt un bon compromis. Mais pour répondre à la question de Cécile, oui, moi j'aurais tendance à te conseiller d'y aller d'abord avec un one-shot. Tu fais tes preuves, tu vois que tu tiens la route, tu tiens tes délais, que le lectorat il est derrière toi, et après tu refourgues une série. Ça c'est sûr que si on parle de stratégie, et il ne faut pas se voiler la face, il faut être un peu stratégique hein, aussi, bah, c'est du business, hein, bien sûr, même si on est artiste, comme on veut vivre de notre plume, bah, à un moment ou à un autre, il va falloir parler business. Donc oui, c'est plus stratégique. Ça c'est certain que c'est plus stratégique. Encore une fois, hein, c'est des généralités, hein, mais c'est bien plus stratégique. C'est clair. Alors, je remonte parce que j'ai vu une question. Alors, donc Sarah, que je prends la question, qui me dit que elle a une nouvelle question sur le fameux plan. Bah, ça tombe bien parce que j'en ai ce soir des questions sur les plans de livres, donc je pourrais rebondir sur les questions de Rémi, sur les plans. La dernière fois, c'était une question de timeline. Donc, dans le cadre d'un roman en 2 tomes, je sais que les éditeurs n'aiment pas trop. Bon, 2 tomes, c'est pas. 2 tomes, c'est pas. Enfin, oui, bien sûr que c'est une série par définition parce que c'est plus qu'un tome, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas non plus 5 tomes ou 6 tomes, hein. Donc, une série en 2 tomes, tu peux réussir à la placer sans trop de difficulté quand même, hein. Devons-nous faire un plan global en plus d'un plan pour chaque tome? Alors, ça dépend. C'est pour toi ou pour c'est pour toi, j'imagine, quand tu parles du plan. Alors, moi, je ferai les deux. Je ferai un plan très, 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 très synthétique, mais tu rentres pas dans le détail, hein, très synthétique, pour équilibrer tes 2 tomes. Voilà, pour savoir en gros ce qui va se passer sur le tome 1, en gros ce qui va se passer pour le tome 2, et tu gères tes grands pivots sur l'histoire globale. Ça te permet de tenir un équilibre sur tes 2 tomes, du coup, de ne pas rompre la voie et qu'il n'y ait pas, par exemple, toute l'action qui est sur le tome 2 et puis le placement qui est sur le tome 1. Donc le fait de faire un plan global, ça te permet de gérer ça, donc ça c'est super. Mais tu rentres pas autant dans le détail que quand tu vas travailler tes tomes pour chaque, tes plans pour chaque tome, on est d'accord. Mais moi, je ferai un plan global pour me permettre d'avoir vraiment une vision de l'œuvre dans son ensemble et de ne pas la penser comme 2 tomes, mais de la penser comme un seul tome unique, suffisamment gros pour en faire 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu penses à ta mise en scène, tu la penses sur la globalité et puis après tu refais tes plans bien plus détaillés pour tes différents tomes. J'en profite pour dire bonsoir à Karel, bonsoir à Sylvie, bonsoir à Elisabeth, bonsoir Rémi. Du coup, bah, je vais rebondir sur tes questions. Je pense que c'est toi, sauf si tu me dis que c'est un autre Rémi, ce qui est possible aussi. Du coup, alors je continue sur les plans. Rémi qui demande, pardon, il existe des structures générales pour aider à l'écriture, type Truby, Vogler, Snyder, McKee, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des ouvrages qui aident les auteurs, qui donnent une méthode de création de plans et de découpage des enjeux dans un plan. Attention cependant, ce sont la plupart des noms que tu me cites, ce sont des méthodes de scénaristes, donc pas de romans. Même si la méthode Save the Cat de Snyder a fait l'objet d'une adaptation pour les auteurs. Donc voilà, il faut faire attention, les plans des scénaristes, c'est pas les plans des auteurs. Le métier de scénariste, c'est un métier à part. Donc bien sûr, c'est toujours de l'écriture, on est d'accord, mais on peut difficilement comparer la façon de travailler d'un scénariste et la façon de travailler d'un auteur, d'un romancier. Donc c'est juste le petit bémol que je place, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à l'ICAR, on a créé notre méthode pour auteur. Donc, et tu dis, voilà, ne serait-il pas plus judicieux de travailler avec des structures type par genre? Romance, science-fiction, fantasy, horreur, voilà. Comment écrire une romance? Hein, voilà, voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, euh, dans l'idéal, oui. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire des updates de fou sur la formation Devenir écrivain, là, la nouvelle promotion d'octobre. Du coup, pour ceux qui veulent voir le programme, je vous encourage à aller sur licar.fr/
programme. Et si vous tapez ce lien-là, vous aurez tout le programme des modules qu'on a fait. Et vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, hein, ça ne mange pas de pain, vous avez toutes les infos. Parce que effectivement, il y a des points communs sur quasiment tous les romans. C'est-à-dire que quand on prend Le Seigneur des Anneaux et Orgueil et Préjugés, il y a des points communs. Aussi diamétralement opposés qu'ils puissent être. Quand on prend 20 milieux sous les mers et qu'on prend ça de Stephen King, il y a des points communs. Donc très clairement, s'il existe des méthodes communes pour tous les genres, c'est pas pour rien. Si autant d'auteurs et d'analystes ont réfléchi sur le sujet, ont expérimenté la thématique, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment un sacré paquet de points communs sur le déroulé des enjeux, le traitement des enjeux, ce qu'on appelle les pivots, le statu quo de départ, l'incipit, la cassure, le premier pivot, le deuxième, le troisième, la montée en pression. Ça, c'est quasiment commun à tous les grands succès littéraires. Et quand je dis grand succès littéraire, c'est quand derrière, des analystes ont reconnu que le roman avait beaucoup de qualités, etc., etc. Donc, il y a des points communs. Donc, on peut fonctionner avec un plan commun. Maintenant, si on est spécialisé dans un genre, on peut tout à fait affiner la construction du plan et là, le spécialiser, c'est-à-dire reprendre le plan général et le décliner en disant bah voilà, pour la romance, et là je prends des exemples typés romance. Nous, c'est ce qu'on va faire sur Devenir écrivain, après notre méthode qui fonctionne plutôt bien et qu'on peut déployer sur tous les genres, bah on va en tirer des petites fiches de synthèse, des petites fiches pratiques pour dire, bah voilà, cette méthode-là, je vous donne des exemples très précis quand vous êtes en SF, en fantasy, en romance, etc., etc. Mais je maintiens, et je ne suis pas la seule, hein, parce que je n'ai pas inventé non plus le fil à couper beurre, hein, donc voilà, il y a des analystes qui l'ont fait bien avant moi dans les siècles derniers, et qui ont mis en avant vraiment des points communs entre tous les ouvrages en termes d'équilibre de l'action, de création de personnages, de points communs du personnage. Voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points communs sur ce qu'on appelle un roman réussi. Et je le rappelle, un roman réussi de qualité professionnelle, il repose sur deux piliers. Le premier, c'est une histoire qui est bien dosée avec un équilibrage des enjeux de cette histoire et un protagoniste emblématique dont on s'inquiète du devenir. Voilà, c'est ces deux piliers. Si vous travaillez ces deux piliers avec la bonne méthode, vous ne pouvez pas vous planter sur votre roman. Alors après, qu'il trouve son public ou qu'il ne trouve pas son public, qu'il trouve l'éditeur ou pas l'éditeur, on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui nous échappaient complètement. Mais si vous réussissez à tenir ces deux piliers pour la méthode, on ne pourra pas vous dire que le roman est nul. Personne ne pourra vous dire ça. Ils pourront vous dire, bah moi je ne suis pas rentrée dans l'histoire, moi c'est une thématique qui me plaît un peu moins, moi je n'ai pas adhéré à l'histoire, mais personne ne pourra vous dire, il est nul ce roman, on ne voit pas les enjeux, le personnage principal n'est pas crédible, etc. Ça, on ne pourra pas vous le dire. Donc, et ça, la méthode, elle existe. Alors, elle est déclinée en plusieurs types de méthodes, vous en avez plusieurs, hein, la nôtre n'est pas, voilà, hein, nous on prend la nôtre, mais je veux dire, il y en a d'autres qui sont hyper bien aussi, hein, que moi j'ai testé, hein. Donc il y a la méthode Licard, il y a la méthode du flocon de neige, il y a la méthode 7 de 4, il y a la méthode du plan Campbell. Vous verrez qu'elle tourne tout autour de la même thématique. Encore une fois, comme il y a des points communs sur les différentes structures de livres, n'attendez pas à ce qu'il y ait des différences phénoménales entre ces différentes méthodes. Les grosses différences, c'est la méthodologie en fait. Certaines sont très longues, d'autres sont beaucoup plus pratiques et beaucoup plus resserrées, mais la thématique est exactement la même. Mais voilà, donc par contre, faites attention, il y en a beaucoup qui traitent, parce que c'est beaucoup les scénaristes qui ont décidé de coucher par écrit leur méthode. Pourquoi? Parce que c'était pour aller plus vite et parce que les délais à Hollywood sont des délais qui sont hallucinants. Et donc, beaucoup de scénaristes se sont dit, bon, alors, comment je pourrais faire pour mettre en place une méthode d'écriture, du coup, qui aille vite et qui, à tous les coups, soit efficace. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup les scénaristes qui ont travaillé sur ces méthodes, plus que les auteurs. Puis, alors, les auteurs, on a l'habitude, on est complètement isolés, on est dans notre grotte, dans notre caverne. Donc, du coup, voilà, on a mis un peu plus de temps à se réveiller, mais on se réveille. Voilà, j'espère que c'est bien à toi que je réponds et pas un autre Rémi, du coup. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions.
Alors, Karel qui dit, je vais présenter le podcast Devenir écrivain dans ma future vidéo YouTube à propos des podcasts sur l'écriture d'ailleurs. Merci Karel. Tu sais, le bouche à oreille, c'est ce qui fait vivre ce type de support en fait, hein. Donc plus vous parlerez des lives, du podcast, plus vous ferez circuler et plus vous nous permettrez de continuer de faire des épisodes. Donc vraiment, c'est super gentil parce qu'en plus, t'es pas obligé. Donc vraiment, c'est gentil à toi de le faire et ça nous aide énormément, mais vraiment énormément. Chaque fois que vous repostez un épisode de podcast, chaque fois que vous en parlez autour de vous ou des lives, etc., vraiment, ça nous aide énormément. C'est pas une vue de l'esprit, vous avez le public en règle générale a un grand pouvoir là-dessus, ça c'est certain, c'est certain. Alors, Juliette. Petite question sur le dossier de soumission. Certains éditeurs demandent une petite bio de l'auteur, mais quand on n'a jamais été publié, qu'est-ce qui les intéresse? Que veulent-ils vraiment savoir de nous? Des tuyaux à savoir pour rédiger sa petite biographie. Ah, ce qui est intéressant pour un éditeur, c'est ton parcours, en fait, ton parcours de vie, ton parcours d'études ou ton parcours professionnel. Du coup, parce que parfois, ça peut être intéressant de savoir. Par exemple, je pense à un auteur bah, voilà, qui est connecté, je pense à Rose Naro, hein, Julie, que vous avez avec vous, hein, que vous voyez, Julie Morin. Elle est. Alors, Julie, tu me reprends, parce qu'à chaque fois, je me loupe, mais tu as été, ou tu l'es peut-être encore, tu fais peut-être encore des chantiers, tu as été archéologue, c'est ça? Donc, du coup, elle a un doctorat en biologie qui a un. Là, je rame, hein, mais Julie, tu vas me tirer de là. Bon, bref, tu as fait tu as fait des chantiers de fouilles, etc., des machins. Et du coup, ça peut être intéressant parce que du coup, l'éditeur, il peut le mettre en avant. Ben voilà, en plus, c'est quelqu'un qui a une formation d'historien ou une formation de musique. Du coup, bah voilà, ça se retransmet, ça se retranscrit dans la façon que tu as d'écrire. Il y a une espèce de musicalité. Ou par exemple, tu as voyagé, beaucoup voyagé. Donc voilà, tu vois, c'est ça en fait qu'il recherche. Il cherche à en donner un petit peu au lecteur qui va se dire, ah bah tiens, en plus, il ou elle a eu une expérience dans le milieu associatif, elle a eu un parcours sympa, des études. Voilà, tu peux essayer de mettre ça en avant, du coup. C'est ça qu'ils veulent, ils veulent un petit peu de toi en fait. Ils veulent un petit peu de toi pour dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par l'écriture, mais qui par contre a commencé comme peintre, ou qui a commencé comme musicien, ou qui... tous les parcours sont intéressants. Il y a forcément quelque chose dans ton parcours qui fait que tu apportes une richesse et surtout une originalité et un caractère unique à ton roman parce que c'est toi qui l'as écrit et c'est pas quelqu'un d'autre. Et parce que c'est toi qui l'as écrit, ce roman-là, il va se teinter de ton expérience professionnelle. C'est en ça que le roman va avoir un caractère unique. Et ça permet au lecteur de se rappeler qu'il y a un être humain derrière un auteur. Et donc, des fois, ils aiment bien de se demander, bah, elle vient d'où en fait? Elle vient de quelle région? Elle a fait quoi? Elle a fait... C'est dans ce sens-là en fait. Mais c'est pas du tout en rapport avec ce que tu as publié avant ou pas. Donc je veux dire, quand on te demande ta biographie, c'est pas du tout pour savoir ce que tu as publié avant, parce que si tu as déjà publié, il le sait d'une autre façon, c'est-à-dire quand il ouvre le livre au début ou à la fin, vous avez une page et c'est marqué par le même auteur et vous avez toute la bibliographie. Donc du coup, c'est vraiment pas dans la biographie que ça va être intéressant d'avoir ce que tu as écrit avant et que du coup, si tu n'as rien écrit avant, ça va te porter préjudice. Pas du tout, pas du tout. Sarah, un super podcast d'ailleurs. Merci, merci, merci. Alors, Karel, c'est pour ça que j'ai mis en pause l'écriture de ma saga fantasy pour écrire un one-shot. J'aurai aussi plus d'expérience pour écrire la suite de la trilogie. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est plus stratégique. Et puis, il faut pas, on n'a pas abordé le sujet, hein, mais écrire une série, ça demande une sacrée technicité, hein, du coup, hein, et sacrée maîtrise du plan, hein. Donc, pour une première, je dis pas que tu vas pas très bien t'en sortir et que ça va pas être top, mais déjà, tout de suite, en première épreuve, tu y vas avec deux pneus de semi-remorque derrière toi et puis le semi-remorque sur la tête, quoi, hein. Donc, tu commences, tu démarres avec ça déjà, hein. Donc, voilà, hein. Bonsoir Alban. Rémi, c'est le même Rémi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Rémi, du coup. Bonsoir Alix.
Alors, Sarah qui dit, j'ai l'impression de passer beaucoup de temps sur mon plan, j'affine peut-être un petit peu trop. Ah, bah, c'est toujours le problème du plan de quand est-ce que je m'arrête et quand est-ce que je me lance à l'écriture. Bon, alors moi, je vais te donner, je vais t'imposer un délai. Voilà, comme ça, tu pourras te dire, bon, bah maintenant, j'arrête. Sur le travail du plan, pour un one-shot, pas plus de 2 semaines. Terminé. Voilà. Au-delà de 2 semaines, c'est trop. Donc, voilà, tu fais 2 semaines. Et après, tu dis, allez, je me lance. Encore une fois, le plan, c'est une feuille de route. C'est une simple feuille de route. C'est pour éviter de ne pas vous paumer quand vous naviguerez. Métaphore. Bref, d'habitude, c'est une métaphore culinaire, alors ça vous change. C'est juste une feuille de route. Donc, ce qui veut dire que si jamais ça tangue, si jamais tu le sens pas, tu vas réadapter ton plan. Il n'est pas gravé dans le marbre ton plan. Hein. C'est une aide. C'est pas le plan qui doit te gouverner. C'est toi qui gouverne le plan. C'est un excellent outil de travail pour pas te perdre dans ta rédaction, surtout quand elle dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est important de garder le cap pour garder cette maîtrise de la narration. Mais encore une fois, c'est le plan, il est à ton service. C'est pas toi qui es au service du plan. Donc peu importe s'il n'est pas tip-top peaufiné de la mort, etc. Donc lance-toi, tu as ta feuille de route, tu vois où tu vas, et après tu pourras, tu pourras ajuster, d'accord? Mais 2 semaines, c'est le maximum. C'est le maximum. Vraiment. Après, tu fonces. Après, tu te frottes au texte. Voilà, moi, enfin, en tout cas, la méthode que j'applique et qu'on est plusieurs auteurs à finalement appliquer, et on est tous passés par le plan qui dure 3 mois, hein. Le plan qu'on peaufine, qu'on machine, qu'on truc, on est tous passés, on l'a tous expérimenté, et on est tous revenus à quelque chose d'un petit peu plus rapide et à quelque chose d'un peu plus ajustable. Donc voilà, chaque fois que je parle de méthode et chaque fois que je parle de plan, gardez en tête que ce sont de simples outils. Le patron, c'est vous. Donc ça, c'est important. Et vous n'êtes jamais esclave de cette méthode. C'est vous qui la maniez, c'est vous qui la contrôlez. Et voilà, ça, c'est hyper intéressant, important pour vous de garder en tête. Bonsoir Guillaume. Oups là. Alors, Clara qui me demande, est-ce que le nombre de piliers est un peu flexible? Je peux me permettre de te demander qu'est-ce que tu entends par pilier? Est-ce que tu entends les pivots et les grands enjeux? Du coup, est-ce que c'est ça dont tu parles dans ton roman? Normalement, toutes les méthodes, alors je ne les ai pas évidemment toutes lues, mais alors les plus grandes si, euh, disent que on ne va pas au-delà de 3 ou 4 grands pivots. Pourquoi? Parce que plus tu les multiplies, plus tu leur fais perdre en intensité. Plus tu les multiplies, plus on va avoir l'impression qu'ils ne sont pas si importants, parce que s'ils étaient vraiment importants, eh ben, il n'y en aurait pas des tonnes, parce que le héros n'arriverait pas à les encaisser. S'il arrive à les encaisser au point que tu en aies beaucoup plus, c'est qu'ils ne sont pas si importants et qu'ils sont secondaires. Voilà. Donc, si tu veux gérer l'intensité de tes pivots et que tu veux dire, waouh, ces trois-là, ils bouleversent l'équilibre de mon roman et suffisamment pour que le lecteur il ait peur pour mon protagoniste et qu'il ait voilà, ou qu'il y ait de l'intensité si c'est de la romance ou que vraiment il ait besoin de la suite, il faut vraiment qu'ils comptent ces enjeux. Il faut vraiment qu'ils aient un impact de dingue sur ta narration. Et si tu en fais trop, forcément ils perdent leur impact, ça c'est sûr. Et ils redeviennent un peu plus secondaires. Donc c'est la raison pour laquelle on dit pas plus de 3-4. Mais encore une fois, hein, c'est une feuille de route, hein, c'est un conseil. Hein. Maintenant, si toi tu le sens beaucoup plus, fais-en beaucoup plus. Hein. C'est vraiment une tendance et voilà, l'explication de cette tendance, c'est ça, c'est cette raison-là. C'est cette raison-là. Bonsoir Guillaume. Rémi, il faudra un équilibre, un plan qui permet de soutenir l'écriture sans se perdre et en même temps pas trop lourd pour ne pas trop passer de temps dessus et ne jamais passer à l'écriture. Oui, oui, c'est pour ça que pas plus de 2 semaines. Si on a créé la méthode Licard, je vais être parfaitement honnête avec vous, c'est parce que moi j'en avais marre des méthodes qui duraient 3 mois hein, ou 2 mois. Donc, enfin voilà, à un moment, on est auteur, ce qu'on aime faire, c'est écrire. Donc, et moi, quand c'est trop rigide, moi, ça me stresse, en fait. Je me sens prisonnière, et quand je me sens prisonnière d'une méthode, d'un canevas, j'ai tendance, par esprit de contradiction, à me bloquer. Et là, j'ai le syndrome de la page blanche qui s'enclenche, et du coup, moi, je me dis, oh là, elle me saoule, je sais exactement ce que je dois écrire, oh, j'ai pas envie, etc. Donc,
c'est pour ça que moi, je suis sur une méthode beaucoup plus souple et beaucoup plus courte, hein. Encore une fois, c'est vous le patron, hein, et votre job, c'est d'écrire, hein, c'est pas de faire des plans pendant 3 mois et vous les changerez, vous les changerez au fur et à mesure. Donc, encore une fois, le plan doit être souple, hein, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai posté une photo sur mon compte Instagram. Voilà, si vous aimez les chats. Je poste beaucoup de chats, mais de temps en temps, je me rappelle que je suis auteur et que c'est un compte d'auteur. Donc, je poste des photos. Et là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, si vous voyez là, vous le devinez, un tableau en liège et vous devinez des post-it de couleur. Voilà, mais ça, c'est mon plan. Donc moi, je le fais sous format tableau Excel du genre, etc. Mais je le fais sous forme de post-it avec mes pivots principaux, hein, et mes pivots secondaires. Et mes pivots secondaires, c'est toutes les scènes que vous voulez mettre. Et donc, je les organise comme je l'ai fait sur mon plan. Et pourquoi je le fais comme ça? Parce que ça me permet, quand finalement, au cours de l'écriture, je me dis bof, je les décroche et je les déplace. Ou j'en rajoute. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qu'on fait à l'ICAR, hein, on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais la méthode du tableau en liège, elle est magique, hein, ou du tableau blanc, hein, si vous préférez. Tout ça pour vous expliquer qu'encore une fois, le plan, il n'est pas gravé dans le marbre, donc il doit évoluer. Et c'est vous qui le pilotez, il doit être souple quand même, parce que votre job, c'est d'écrire, avant tout. Avant tout. Alors Julie qui précise, elle était archéologue et archéobotaniste. Alors, voilà, archéobotaniste, moi ça m'envoie tellement du rêve. Donc voilà. Elle analyse d'ailleurs des charbons au microscope en t'écoutant. Waouh! Ben merci. Merci. Donc voilà, c'était pour vous dire la petite histoire. Donc du coup, bah, quand on fait de la SF ou du roman d'anticipation ou de la fantaisie, le fait d'avoir été archéobotaniste ou archéologue, il y a un petit, on se dit, oh tiens, ou le fait d'avoir été historien, par exemple. Voilà, peut-être. Cyrielle, j'ai vu la nouvelle version de ta fiche personnage, je trouve que c'est très intéressant et complet, merci. En général, tu fais des fiches pour combien de personnages pour un roman? Je me demande notamment à quel point je dois développer les fiches de mes personnages secondaires, peut-être faire des fiches simplifiées pour eux, et comment faut-il doser ce qu'on insère dans le roman et ce qui reste uniquement dans la fiche que le lecteur ne saura pas. Ah, question hyper intéressante sur les personnages. Pour ceux et celles qui débarquent, si vous adhérez à notre newsletter, vous avez gratuitement un modèle de fiche de personnage qui est tiré de la formation devenir écrivain. Dans la formation devenir écrivain, évidemment, on la commente, on va un peu plus loin, mais elle est quand même déjà très complète. Donc si vous n'êtes pas encore dessus, n'hésitez pas à aller la récupérer, ça mange pas de pain. Après, vous l'utilisez pas, vous la modifiez. Voilà, encore une fois, vous l'adaptez à votre main. Mais pour cette histoire de fiche de personnage, la fiche de personnage ultra complète qu'on vous propose, c'est pour le protagoniste, c'est pour le héros. À la limite, si vous avez un duo, vous le faites pour les deux. Pour les personnages secondaires, moi je vous recommande, sauf si vous avez envie, hein, mais sinon vous pouvez la simplifier, hein. Voilà, ce qui est vraiment important sur ces personnages secondaires, hein, c'est de gérer leurs failles, leurs imperfections, leurs buts, les enjeux, etc. C'est ça, hein, qu'on voit la progression et surtout les interactions avec les autres personnages. C'est ça qui est important. Mais très clairement, pour les personnages secondaires, ça ne veut pas dire que vous les bâclez, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer autant dans le détail de la fiche de personnage du héros, du personnage principal. Parce que vous verrez, et ceux qui l'ont déjà, elle fait je ne sais plus combien de pages, hein, je crois qu'elle fait 11 pages, quelque chose comme ça. Elle est très complète. Donc ça, honnêtement, vous le faites pour le ou les deux personnages principaux, mais après, pour les personnages secondaires, tu peux simplifier, hein, tu peux simplifier. Alors, sur la question de qu'est-ce que je donne dans le livre et qu'est-ce que je laisse de côté, on est bien d'accord que les 10 ou 12 pages que vous allez faire sur votre personnage principal, sur qui il est, d'où il vient, son background, ses failles, pourquoi ses failles, qu'est-ce qu'il recherche, ses peurs, ses qualités, ses défauts, etc. Tout ça n'est pas à mettre dans le roman, pas du tout, en fait, pas du tout. Ça vous sert pour vous, pour maîtriser le personnage, pour apprendre à le connaître, pour lui donner de la densité. Mais par exemple, si vous faites une description physique d'un paragraphe, jamais de la vie, vous ne me faites une description de votre personnage pendant un paragraphe. D'abord, je vais être très claire, hein, si vous pouvez enfin, encore une fois, si vous pouvez le montrer,
à la place de l'expliquer, vous le faites. Donc il n'y a rien de pire qu'un paragraphe qui dit oui, il était grand, il était beau, il était brun, des cheveux lui descendaient jusqu'au bas du dos, il avait des petites breloques dans ses tresses, un ruban, il avait des yeux couleur de lac, il avait... Bon, c'est super, on se fait plaisir, hein, mais tout le monde s'en fout, en fait. Mais croyez-moi, même le lecteur, il s'en fout, en fait. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est voir le personnage en action, le découvrir au détour d'un dialogue, etc. Donc, n'oubliez jamais que enfin, vous écrivez pas un roleplay, hein, vous faites pas du RPG, donc c'est un roman. Donc soyez subtil, donc distillez les informations sur votre personnage principal petit à petit. Et ce que je vous dis, ça a l'air peut-être évident, mais en fait pas tant que ça, parce qu'on tombe tous dedans, mais même moi encore maintenant, alors que je suis en mon 10e roman, et en plus je fais des cours, donc je le sais, je la connais la théorie, on est bien d'accord, je l'enseigne en plus, hein, donc je peux même pas, voilà. Je ne l'ignore pas du tout. Et pourtant, je fais encore l'erreur. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire au début du roman, on veut tellement que le lecteur tout de suite y visualise notre personnage principal, qu'on a tendance à bourrer à mort le début du roman en lui disant allez, ben, je lui balance tout, d'où il vient, ce qu'il fait, toutes ses qualités physiques, ses défauts. Je mets tout, voilà, comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes, et après on peut passer à la suite. Ça, c'est un travers qu'on a tous. Donc, la raison pour laquelle, hein, quand vous vous relisez, vous élaguez. Hein, donc, vraiment. Du coup, demandez-vous toujours, est-ce que ce que je suis en train de dire en termes de description et d'information sur mon personnage principal, est-ce que ça sert vraiment au lecteur? Est-ce que le lecteur, il a vraiment besoin de savoir que mon personnage, il fait 1,93 m, qu'il pèse 60 kg, qu'il a les yeux en forme d'amande? Si ça ne resserre pas après dans le roman, ne le dites pas, encore une fois. Je vais paraphraser, je ne sais plus quel auteur, qui disait très clairement au début de votre roman, si vous décrivez un tableau suspendu au mur, c'est parce que quelques pages plus loin ou quelques chapitres plus loin, vous allez vous servir de ce tableau pour fracasser la tête d'un de vos personnages. Sinon, vous ne le décrivez pas, ce tableau. En fait. Et ça, c'est vraiment un travers qu'on a, nous, les auteurs. On a tendance à se faire plaisir. On a tellement travaillé en amont. On a tellement développé notre monde, tellement développé le personnage que du coup, on veut montrer tout ça au lecteur. Mais en réalité, le lecteur, il n'a pas besoin de tout ça. En fait, c'est pas ça qui est important pour lui. Donc ça, c'est hyper important. Donc pour en revenir à ta question, je dirais, oh, tu vas utiliser 30% de ta fiche de perso dans le livre, pas plus. Pas plus. Je dirais pas plus. À la louche. Hein. Donc très clairement. Mais malheureusement, tu as besoin de développer autant ton protagoniste, vraiment, je t'assure, et je vous assure, pour qu'il ait dans ses répliques qu'il y ait du vécu, qu'on sente le vécu dans ses répliques. Et pour qu'on sente le vécu dans ses répliques, toi, il faut que tu t'imprègnes du vécu de ton personnage. Et comment tu t'imprègnes du vécu de ton personnage? En l'écrivant. Voilà, c'est pour ça. Donc il y a un côté un peu frustrant parce qu'on se dit on écrit des tonnes et si ça se trouve, je ne vais pas en utiliser la moitié, voire les trois quarts, etc. Voilà. Mais si en fait tu l'utilises inconsciemment, chaque fois qu'il va répondre, chaque fois qu'il va bouger, chaque fois qu'il va développer un tic, chaque fois que tu vas le faire interagir, c'est là-dessus que ça va que ton travail sur la fiche de personnage, il va se ressentir. Donc fais-toi confiance. Mais bannissez les descriptions d'un paragraphe. Vraiment, vraiment, bannissez. Audrey, bonsoir. Les questions sont super intéressantes, merci d'y répondre, on apprend plein de choses. Ouh, bah merci, merci. Magnolia, je pense que le plan, c'est la bête noire qui fait peur à tous les auteurs aspirants auteurs. Alors oui, mais non. Il faut vraiment, vraiment... nous, dans les updates qu'on est en train de faire sur la formation devenir écrivain, on a encore simplifié la méthode l'ICAR pour que vraiment ça vous fasse pas peur et que très vite, vous alliez droit au but, que ce soit facile à comprendre, qu'il n'y ait pas 1 milliard d'étapes, de première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc voilà, on la simplifie pour que du coup, et puis ce soit un peu ludique, que ça reste ludique quand même pour l'auteur. Hein, parce que si on se dit, oh là là, je pars pour je sais pas combien de semaines, de plans, de qu'est-ce qu'il fait au début, à la fin, au milieu, les actions, les machins, les trucs, les bidules. Donc voilà, on hyperventile, hein, mais c'est normal, on est tous passés par là. Hein. Donc on essaye de le simplifier au maximum pour que ça reste un peu ludique quand même, que ce soit marrant et que du coup ça dure pas suffisamment longtemps pour que ça devienne plus drôle du tout en fait. Il y a un moment où on se dit là c'est plus drôle du tout. Donc l'idée voilà c'est de raccourcir au maximum cette méthodologie. Hein. Ça c'est sûr, c'est sûr. Hein. Donc voilà, il faut vraiment voir ça comme une aide.
C'est pour ça, moi, en plus, j'aime bien les post-it. Il y a un côté un peu je touche, en fait. Donc, voilà, je suis punaise et tout, ça m'amuse un peu. Donc c'est pour ça que cette méthode-là, elle me convient bien, mais je ne suis pas la seule, hein. Je vais vous dire honnêtement, il y a plein d'auteurs qui font ça aussi pour que ça rende les choses un peu plus ludiques. Ils mettent des couleurs sur leur sous-dossier, ils mettent des surlignes, ils font des schémas, voilà, pour rendre les choses un peu plus ludiques, plus concrètes, et puis moins laborieuses, hein, moins laborieuses. Clairement, hein. Car la plupart ont peur de se retrouver coincés ou trop à l'étroit. C'est sûr, sûr, sûr. Perso, j'aime bien savoir où je vais avec un plan, mais me laisser assez de place pour improviser si besoin. T'as tout compris, c'est exactement ça. C'est pour ça que sciemment, j'impose un délai où je vous dis stop, arrêtez stop, stop, vous allez vous sentir contraint. Donc, il faut faire un plan. Là, je suis intraitable sur la question. Les romans qui n'ont pas de plan, ils se sentent, croyez-moi. Donc voilà, donc les auteurs qui vous disent que oui, c'est l'inspiration, ils ne font jamais de plan, jamais d'idées, ils réfléchissent pas, ils découvrent eux-mêmes la fin. Voilà, ça reste entre nous, sur Internet. Mais non, en fait, ils ont forcément une petite idée. Des fois, ils ont un truc très, très simplifié, hein, très juste quelques points et tout. Mais je ne connais pas un auteur qui fait carrière sans qu'il ait réfléchi un tout petit peu à où il va, hein. Donc, ou alors, c'est peut-être 1% de la population des auteurs professionnels, mais c'est vraiment tout, hein. Donc, dans le doute, voilà. Et à force de faire des plans, de tester des plans, c'est vous qui allez placer le curseur de là, c'est trop précis, ça rentre trop dans le détail, ça me bloque. Et là, c'est pas assez précis, je sais plus où je vais. Voilà, c'est vous qui allez. Il n'y a pas un plan qui se ressemble, c'est la même méthode, la méthode est commune, mais la façon dont vous le réalisez, il faut vous faire confiance et vous écouter surtout. Et c'est pas parce qu'un un collègue écrivain va vous dire oh là là, mais moi je travaille pendant 3 semaines, mon plan il fait 4 pages, j'ai tout prévu, etc. C'est très bien, c'est que lui, ça lui convient. Mais vous dites pas, oh là là, mais moi, si ça dépasse une page et si j'ai fait, ça me bloque, et ben c'est pas grave, c'est pas grave. C'est chacun utilise le plan comme il veut. Vraiment, il y a pas de méthode gravée dans le marbre. Il y a une méthode globale, très souple, à vous de l'utiliser et de la tester surtout. Moi, si vous saviez le nombre de plans, de méthodes de plans que j'ai testé, et alors en plus, moi, je teste des méthodes différentes selon les genres dans lesquels j'écris. Alors, pour vous dire, mais j'en ai testé des dizaines, des dizaines. Avant de trouver celle qui me convenait à peu près, des dizaines. Sarah, bon, il est temps de se lancer. Alors oui, même quand on travaille à temps plein à côté et qu'on arrive à s'y mettre que de temps en temps, bien sûr. La bel avantage du plan, c'est que ça te permet justement de morceler ton temps d'écriture. Si tu sais pas où tu vas parce que tu n'as pas de plan, c'est sûr que si tu travailles une fois tous les 15 jours, ça va t'obliger de relire ce que tu as fait au début et te dire oh là oui, où est-ce que je voulais en venir déjà. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais faire à mon héros, etc. On a compris que quand tu te lances dans des genres avec un peu de suspense, comme des genres épiques ou des genres de thriller, tu peux pas te permettre ça, hein. Donc tu peux pas te permettre de te dire ah merde, c'était quoi mon indice déjà qu'il fallait que je place dans ce chapitre, c'est pas possible. Mais justement, le fait d'avoir un plan, tu reprends ton plan, tu te la raffiches, tu relis, tu dis ah oui ça y est, je suis là, ok, d'accord, et ben je peux me remettre dessus. Donc tu l'as compris, tu vas beaucoup plus vite dans ton écriture, et même si tu ne travailles que 1 heure dans la semaine ou 1 heure par jour, c'est 1 heure où tu écris vraiment, tu es tout de suite productif, tu passes pas déjà 3 quarts d'heure à te dire où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais lui faire dire? Là, il a dit un truc, mon héros, mais qu'est-ce que. Voilà. Bon, surtout moi qui ai une cervelle de poisson rouge, autant vous dire que. Voilà, hein. Clara, pivot. Ah, d'accord, tes piliers, c'était des pivots. D'accord. Donc, 3 par exemple. Ça veut dire que le dernier te mène au dénouement. Mon roman suit la structure ternaire des scénarios avec les proportions 1-3-1, mais j'ai l'impression que 2 pivots c'est trop peu, même pour un roman d'environ 300 pages. Oui, 2 pivots c'est trop peu, hein. 2 pivots c'est trop peu. Ouais, ouais. Ouais. Ce qu'on prévoit, ce qu'on conseille, c'est plutôt 3, hein, clairement. 3 pivots et puis la fin, le dénouement, quoi. Clairement, c'est le mieux, c'est le mieux. Donc j'aurais tendance à te pousser là-dessus, hein. Moi, je trouve que c'est celui qui est le plus efficace. En termes d'intensité, c'est celui qui est le plus efficace, hein. C'est celui que j'enseigne à l'ICAR, donc j'encourage vraiment. Voilà. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mettre plein de choses à côté, hein. Là, je m'adresse aux autres, hein. Ça veut dire que vos autres pivots seront sont un petit peu moins denses, c'est tout. Donc, et que du coup, votre roman va gagner en puissance parce qu'il y aura trois grands temps forts dans votre roman qui vont balayer ce que vous avez mis en place et puis
plusieurs petits temps secondaires qui vont rythmer le livre, hein, le livre. Lorelai, en règle générale, je ne passe pas trop de temps sur mon plan avant de me lancer dans l'écriture, car j'en dévie souvent très vite et je dois le réadapter. C'est très bien. Si je fais un plan trop complet, j'ai l'impression de ne plus rien avoir à dire et perdre l'envie d'écrire l'histoire. Typiquement, toi, tu fais partie de ces auteurs qui aiment un plan, mais que le plan reste très 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 souple. Donc tu as raison, écoute-toi. Je connais d'autres auteurs qui ont au contraire besoin d'avoir un plan très fouillé. Moi, en polar, j'ai besoin d'un plan très 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 fouillé. Là, mon plan, il a 5 colonnes. Vraiment, j'ai un double page avec, voilà, il fait plusieurs pages, il est très très complet. J'ai besoin de ça, ça me rassure. Même si en cours de route, je l'adapte, j'ai besoin d'un plan ultra ultra complet, mais uniquement en polar. Pour le reste du genre, non. Mais pour le polar, ça me rassure. Donc, voilà. 4, j'ai totalement adoré le principe des tableaux. Ouais, moi j'adore. C'est tellement visuel, tellement. Bah alors, il faut que je me retrouve évidemment, mais c'est tellement visuel, je trouve. Et puis c'est tellement facile de voir. Ok, je déplace. Ah tiens, entre mon pivot 1, mon pivot 2, c'est un peu nu, ça va être déséquilibré. C'est tellement visuel. Moi, je ne pourrais plus me passer de ce plan, de ce tableau en liège, hein. Donc vraiment, hein, vraiment. C'est l'un des achats les plus futés que j'ai fait ces derniers temps. Magnolia, il faut toujours en savoir plus que le lecteur sur le personnage. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais appris avec Eric Emmanuel Schmitt. Bah, il a raison. Oui, oui, il faut toujours en savoir plus que le lecteur et pas trop lui en donner. Et surtout, il ne faut pas infantiliser le lecteur. Si tu lui en donnes trop, tu le mets dans une position passive. Parce que tu lui donnes tout. Donc, il n'a pas de marge de manœuvre, en fait. Il n'a pas de liberté d'imaginer un physique, d'imaginer... tu lui donnes déjà tout. Donc, du coup, s'il est trop passif, il peut avoir tendance à se désintéresser de ton histoire, parce que c'est trop complet. Alors que quand il redevient actif, ça c'est euh, un des piliers, hein, fondateurs du polar, hein, typiquement, hein, voilà, qu'on apprend quand on écrit du polar, il faut vraiment que le lecteur reste, quoi qu'il arrive, actif. Jamais il ne doit passer passif. Dans d'autres genres, tu peux un peu plus, voilà, genre fantasy, romance, etc. Tu peux te permettre de reprendre la main et d'être un peu plus directif. Mais quand bien même, ne rend pas le lecteur trop passif. Il faut aussi que lui, il réfléchisse, il s'imagine, il ait des théories, il aime, il déteste. Laisse-lui le choix. Laisse-lui le choix d'aimer tes personnages, de ne pas les aimer. Même le personnage que tu as voulu ultra exécrable, laisse le choix à certains lecteurs de l'aimer. Donc voilà, donc, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Rémi, dans la fiche personnage, le changement du personnage fait-il le lien avec la structure du roman? Il faut que dans l'histoire, le perso principal change pour qu'il soit intéressant, ainsi les rebondissements aboutissent à ce changement. Est-ce correct? Oui. Alors, si je traduis, et dis-moi si j'ai bien traduit, si j'ai bien compris ta question, en fait, l'histoire doit avoir un impact sur le personnage principal. Si l'histoire n'a aucun impact sur le personnage principal, comment vous voulez que l'histoire ait un impact sur le lecteur? Ce qui veut dire que, en fait, le personnage doit apprendre une leçon de vie au cours de votre narration. Il faut que votre intrigue, et quel que soit le genre, là, hein, romance, SF, fantasy, etc., il faut que le personnage apprenne quelque chose. Et normalement, on dit il faut qu'il gagne quelque chose et qu'il perde quelque chose au cours de la narration. Et c'est pour ça que dans la fiche de personnage, il y a un avant au début de la narration, c'est quoi ton perso, et à la fin de la narration, c'est quoi ton perso. Et il faut qu'il y ait eu une évolution entre les deux. Encore une fois, je le dis tout le temps dans la formation Devenir écrivain, mais vous pouvez avoir l'idée la plus géniale d'histoire, si elle n'est pas incarnée par un personnage, aucune chance qu'elle plaise à un lecteur. Le lecteur, il vient chez vous pour une émotion. Il vient chercher de l'émotion dans votre roman, quel que soit le roman. Et très clairement, cette émotion, il ne peut la ressentir que parce que celle-ci passe par le prisme d'un ou plusieurs personnages. Si votre histoire, elle n'est pas incarnée,
comment vous voulez générer de l'émotion avec le lecteur. Elle restera froide, ça restera, ok, bah, je regarde un reportage, voilà, et puis j'incarne pas parce que j'ai pas d'interview, je vois pas les gens réagir, je vois pas les. Donc il faut que ce soit incarné par un personnage. Et donc pour qu'on sente l'importance des enjeux et de l'histoire, il faut que ces enjeux et cette histoire, elle modifie la structure du personnage. Elle ait un impact sur ce personnage. Donc qu'on ait une leçon de vie. Un personnage qui n'évolue pas du début à la fin de l'histoire, c'est un personnage raté. Et là, je suis intraitable. Là, tous les éditeurs, tous les professionnels de l'écriture vous diront la même chose. Un personnage qui n'évolue pas, qui n'apprend rien, qui tout passe crème sur lui, tout pas, voilà, il ne retire aucune leçon de vie de la narration, c'est un personnage raté. Et c'est une histoire ratée. C'est qu'elle gère mal l'équilibre. Et ça, c'est essentiel. Donc clairement, tu as complètement raison, mais complètement. Et ça, vous le déterminez dès le départ dans votre fiche de personnage. Et c'est pour ça que dans notre modèle de fiche, on a bien un descriptif au début de l'histoire. C'est quoi ton perso, avec ses failles, ses avantages, ses inconvénients, ses qualités, ses défauts, machin, etc., etc. Et ton personnage à la fin. Et qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a perdu, en fait? Donc voilà, on te force à le dire dès le départ. Bah pourquoi? Parce qu'il faut que dès le départ, tu saches comment ton personnage va évoluer, parce qu'il ne faut pas que l'évolution, elle sorte du chapeau à la fin de l'histoire. Donc voilà, hein. Donc il faut que ce soit subtil. Et il faut que la façon dont ton personnage évolue au cours de l'histoire soit crédible. Et qu'un personnage qui soit ultra timide, pas sûr de lui, etc., qui à la fin devienne le roi d'un empire, il faut que déjà dès le début, tu glisses quelques petits détails qui font comprendre que peut-être il est ultra introverti, mais il en a sous la pédale, quoi. Donc, parce que tous les introvertis se transforment pas en héros sauveurs de monde, hein. Donc voilà, s'il le fait, c'est que déjà en lui, il portait les germes, il l'ignorait, mais déjà en lui, il portait les germes de ça. Donc ça, faut que tu le distilles, hein. Alors dans les structures, hein, on dit tout le temps dans les structures du livre, bah, si vous suivez la formation de devenir écrivain, on vous le dira, puis sinon dans les autres formations, on vous le dit aussi, hein, normalement vous donnez la clé de l'évolution de votre intrigue et de votre personnage dès les premières pages. Voilà, donc quand vous lisez des livres et des classiques, vous les regardez. Je vais vous citer un exemple que je cite beaucoup, c'est Orgueil et préjugés, par exemple. Donc au tout début, il y a un personnage secondaire qui parle de préjugés à Lizzie et qui fait un gros, comme une espèce de prophétie en fait, hein, et en disant que les préjugés sont le pire des fléaux, etc. etc. Donc voilà, ça annonce la morale de l'histoire et tout, mais il n'y a pas que Orgueil et préjugés, hein, vous l'avez dans plein de romans, hein. Donc voilà, ça c'est une technique qu'on recommande souvent, ça marche très bien dans les débuts du roman. Sylvie, les fiches personnages sont très bien faites, merci Lucie. Oh, ben, merci, oh, bah, tant mieux, si ça vous aide, c'est l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Alors, Elisabeth, je plaide coupable, mais j'avoue que mon premier livre, j'ai eu de la chance qu'il plaise. Je l'ai écrit un peu à l'arrache sur des personnages et le plan. J'ai tout fait au feeling, sur l'inspiration du moment. Pas bien, je sais, coup de bol, il a plu à mon éditrice et a été amélioré grâce à l'éditing. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait pareil. Le premier roman que j'ai édité, je l'ai fait, je ne savais même pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que c'était qu'un plan, je ne savais pas ce que c'était. Donc vraiment. Et il s'avère que il a marché, mais je me suis quand même fait démolir. Enfin, quand même, ils avaient raison, hein, quand je leur lis, je pleure des larmes de sang. Et voilà, il est vraiment. Bon, très clairement, les gens l'ont aimé pour mes personnages et puis l'idée, mais pas pour la structure, etc. Et il y a eu un gros travail d'éditing, hein, derrière, ça c'est certain. Donc voilà, mais encore une fois, tu as bien fait de le dire. Des fois, ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas de plan, ça marchera jamais ni rien. C'est juste qu'encore une fois, vous êtes dans un secteur ultra concurrentiel, donc mettez toutes les chances de votre côté. Et l'avantage du plan, c'est qu'après, on écrit beaucoup plus vite. Du coup, ça c'est certain, c'est certain. Mais oui, c'est bien, il faut témoigner, t'as raison, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait pareil, hein. De toute façon, pour mon premier roman, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc, c'est vu. Toutes les conneries, je les ai faites. Donc voilà, je pense que j'ai la palme. Donc vraiment, loin de moi l'idée de te jeter la pierre, hein. Et j'ai peaufiné mon plan de polar, j'en avais déjà écrit 3 derrière, hein. Donc avec des plans d'accord, mais j'avais pas compris la structure du polar, j'en ai quand même écrit 3, hein. Donc avant de piger,
avant d'enfin piger comment ça fonctionnait, tu vois. Faut tout le temps rester humble, hein. Donc même quand on a lu des tonnes de bouquins, qu'on a fait plein de formations et tout, faut toujours rester humble. On apprend toujours des trucs et surtout on se trompe. Donc non, non, t'as raison, il faut bien le dire, c'est bien de le dire. Bonsoir Virginie. J'écris maintenant avec un plan détaillé et en travaillant à temps plein, oui, ça aide. Bah, super. Il y avait mes romans avant les podcasts de Listy et les romans après. Ah, merci. Ah, c'est touchant. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, vraiment, vraiment. Rémi, j'ai commencé plusieurs romans, mais je bloque à un moment et je n'arrive pas à aboutir. La phase d'écriture dure, ensuite, trop longtemps, je finis par me décourager. J'aimerais pouvoir réussir à aboutir car je suis persuadée que c'est en réussissant à écrire le roman jusqu'au bout que l'on apprend et progresse. Oui, c'est sûr. Bah alors là, je vais me permettre de rebondir. Vous savez, il y a une différence entre l'amateur qui dit ah oui, moi aussi j'écris un livre depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Faut que je le finisse, faut que je le finisse. Ça, c'est l'amateur. Et l'auteur qui est professionnel, c'est celui qui va au bout et qui écrit un roman. Il n'y a rien de plus facile que de commencer un roman, il n'y a rien de plus dur que de finir un roman. Et ce qui fait la différence entre un auteur professionnel, c'est quand on va au bout du roman. Donc tu fais bien de soulever le fait que c'est pas parce que tu vas commencer un roman que tu vas réussir à le terminer, parce que c'est pas facile. Et là, j'insiste sur le fait que n'hésitez jamais à dire à votre entourage ou à dire à des gens qui vous disent que en gros tout le monde peut écrire un roman puisqu'on sait tous écrire, on a tous appris à écrire. Il faut tendre le cou à cette idée-là parce qu'il n'y a rien de plus dur que d'écrire un roman. Et c'est pas parce que vous faites des petits écrits que vous publiez, c'est pas parce que vous avez fait une petite nouvelle, c'est pas parce que vous avez écrit les trois quarts d'un roman euh, que vous savez écrire un roman. Bah non en fait. Pas du tout. Et je vais même aller plus loin, on sait qu'on est un auteur professionnel quand on aboutit à notre deuxième roman. Parce que c'est pas tout d'en faire un seul. Ce qui fait la différence, encore une fois, entre un écrivain professionnel et un amateur, et il n'y a rien de mal à être amateur, hein, bien entendu, c'est juste que si vous voulez faire carrière, voilà, je m'adresse à des personnes qui veulent être professionnelles, vous savez que vous l'êtes quand vous avez fini votre deuxième roman. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus difficile que de terminer un roman et d'embrayer sur un autre et de le finir. On pourrait croire que ça devient facile, parce qu'on en a déjà écrit un. En fait, c'est jamais facile. Parce que moi, j'en suis à mon 10e. Et là, par exemple, je fais un nouveau genre. Je me lance dans un nouveau genre que je n'ai jamais écrit. Du coup, donc c'est tout nouveau. Et ben, j'ai l'impression de repartir à zéro. Et je pense que je vais bien galérer. Donc voilà, donc c'est jamais facile. Et ne laissez jamais personne vous dire que écrire un roman, c'est facile, parce que ça l'est pas. Et moi, j'avais l'habitude de dire, mais je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de romanciers qui disent la même chose. Moi, j'ai le syndrome de la page 70, parce que la page 70, qui correspond à peu près à 40 000 mots, quelque chose comme ça, à la louche, ouais, 40 000, 30 000, 40 000 mots, je sais, bon, bref, je bloque. C'est parce que, en fait, généralement, tu montes ton intrigue, et c'est le moment où tu vas tout dénouer. Donc, ce moment où tu dénoues tout, c'est le moment où c'est le plus difficile. Le dernier tiers du roman est très dur à écrire parce que tu dénoues les enjeux, tu es dans l'intensité, dans le rythme, voilà. Et donc, c'est le plus difficile. Donc là, faut s'accrocher au plan, désespérément au plan, et tu fais un truc que moi, je trouve très utile et qui me débloque, je le dis tout le temps, mais moi c'est une méthode que je trouve vraiment hyper efficace, c'est que j'ai mon plan, voilà, mais quand je décide à écrire un chapitre, je sais a priori ce que je vais en gros écrire à l'intérieur. Mais ce que je fais, c'est que je prends 5 minutes avant de me lancer dans l'écriture, je prends un papier et je fais une liste, comme une liste de courses, et je liste tout ce que je veux mettre dans le chapitre. Mais ultra précise, que évidemment je n'ai pas mis dans le plan parce que le plan n'est pas aussi précis, bien sûr. Hein. Et je dis, le personnage arrive en moto, il pousse la porte du bar, il est énervé, il voit X au fond du bar, il traverse le bar, il bouscule quelqu'un, voilà. Et je liste. Je liste. Et là, ça me débloque, moi, en général. Et après, j'écris le chapitre. C'est une méthode, je trouve, qui marche assez bien. Et 5 minutes avant d'écrire le chapitre, pas avant, hein, mais juste 5 minutes avant d'écrire le chapitre, moi, je trouve que c'est hyper efficace. Après, voilà, vous testez, hein, c'est un truc qui marche assez bien avec moi, qui marche assez bien sur d'autres auteurs que je connais, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Magnolia, je suis comme toi, un plan trop détaillé me fait hyper ventiler. Luna, d'accord, coucou, coucou. Je suis probablement la seule québécoise ici. Oh, bah bienvenue. Lorsque tu écris plusieurs genres de romans, est-ce qu'il y a
un rythme. Par là, je demande si par exemple tu écris de la romance sous ton nom et de la science-fiction sous un nom de plume, faut-il faire un intervalle romance, science-fiction, romance, ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de règle, il n'y a vraiment pas de règle. Moi, j'alterne. Pourquoi? Parce que quand j'ai terminé avec un thriller, un polar, je suis tellement vidée, ça m'a tellement j'aborde des thématiques qui me sont chères et c'est des thématiques qui sont dures pour le coup. Donc moi, ça me remue pas mal mes polars, parce que je fais beaucoup de recherches là-dessus. Donc mes polars, ils sont assez glauques. Enfin, pour ceux d'entre vous qui les ont déjà lus, vous savez de quoi je parle, hein, du coup. Et quand j'ai terminé, je pourrais pas rembrayer sur un polar. Je peux pas tout de suite, c'est sûr. Même si j'ai une idée, je pourrais pas rembrayer. Donc j'ai besoin de sortir de cet univers du polar et de faire un genre radicalement différent. Donc c'est pour ça que moi j'alterne. Mais c'est juste une question de confort personnel. Il n'y a pas du tout de règle qui fait que au niveau du marketing, c'est mieux d'alterner ou pas. En général, ce sera en plus pas du tout le. Enfin, c'est pas en général, ce sera d'ailleurs le cas. C'est pas le même éditeur. Donc, du coup, ils en ont rien à faire. Et en plus, ils ne communiqueront pas sur d'autres genres. C'est-à-dire que ton éditeur romance, il va pas dire par l'autrice du polar. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas le même lectorat. Donc, du coup, il n'en parlera pas non plus. Donc, vraiment, tu le fais, il faut que tu t'écoutes toi. Donc, il faut vraiment que ce soit ton confort personnel. Si tu as envie d'écrire deux, trois polars à la suite, parce que voilà, bah, tu écris deux, trois polars à la suite et puis tu reprendras ta romance et tout. Donc moi j'alterne parce que ça me fait du bien d'alterner. Mais là par exemple, ça fait un moment que j'ai pas écrit de polar parce qu'entre-temps, il s'est glissé une idée de nouveau genre. Donc du coup, je m'attaque à un nouveau genre. Et puis si ça se trouve, quand je reprendrai le polar, bah, j'en ferai deux d'affilée par exemple. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais c'est personnel pour le coup. Alors, Juliette, je reviens au dossier de soumission. J'ai écouté attentivement le podcast que tu as fait sur le sujet, mais j'ai encore des doutes. On écrit une lettre de motivation avec un résumé de l'intrigue du roman en un paragraphe. C'est ça le pitch. Non, c'est deux choses différentes. Ce que tu décris, ce que beaucoup de méthodes abordent et ce que Alicar, nous, on aborde, c'est ce qu'on appelle le paragraphe d'intention littéraire. C'est un ultra, ultra, ultra résumé de la raison pour laquelle tu as écrit le livre. En gros, ton paragraphe, c'est une phrase de contexte. Ça démarre comment? C'est-à-dire le héros vient de perdre son père, voilà, c'est un trentenaire, il est trader à la City de Londres. Voilà, ça c'est une phrase, un contexte. Phrase suivante, ton premier pivot, qu'est-ce qui lui arrive? Phrase suivante, deuxième pivot, qu'est-ce qui lui arrive? Phrase suivante, troisième pivot, dernier, qu'est-ce qui lui arrive? Dernière phrase, ta conclusion et ton dénouement. C'est ça le paragraphe d'intention. C'est en un paragraphe, tu scindes la substance et les trois pivots principaux qui vont rythmer ton livre. Ça permet à l'auteur, sans avoir à se taper la lecture de ton pitch, qui va faire une page ou deux, du coup de savoir si ça rentre dans sa ligne éditoriale et si les thématiques lui plaisent. Parce que si ça se trouve, il vient de publier un roman avec exactement les mêmes thèmes, donc du coup, c'est pas que tu rentres pas dans sa ligne éditoriale, c'est juste que il se dit ouais, mais là, je viens déjà de publier un truc sur le harcèlement scolaire, bon, je vais pas republier un truc, et donc du coup, il va pas plus loin. Donc ça, c'est en un paragraphe, voilà, vraiment. Et ton pitch, là, pour le coup, c'est la même chose, mais beaucoup plus développé. C'est un peu plus développé. Là, tu rentres un peu plus dans le détail et ça fait entre une page et deux pages. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, pitch et synopsis, c'est synonyme. Voilà. C'est juste que si on veut être précis dans les termes, pitch, c'est pour les romans, synopsis, c'est pour les scénarios. Donc, voilà, c'est tout. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est synonyme. Hein. C'est un résumé basique, c'est un résumé de ton roman. Il n'y a pas de suspense. Tu donnes le début, le milieu, la fin. Donc, du coup, même quand c'est un polar et que du coup tu donnes la solution. Hein. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. Et ça se fait ouais, en une page, deux maximum. Hein. Voilà. Mais c'est la même chose. Donc, paragraphe d'intention littéraire d'un côté, ultra résumé en un paragraphe que tu glisses dans le mail, par exemple, encore de ton mail, hein, comme ça, tout de suite, en un coup d'œil, l'éditeur, il voit si ça le botte ou si ça le botte pas. Et pitch ou synopsis, c'est la même chose, c'est le résumé qu'on adore faire, nous les auteurs, c'est le résumé de ton roman en une page ou deux, avec le début, le milieu, les enjeux et la fin. C'est ça. J'espère que je suis claire. Karel, quels seraient tes conseils pour bien gérer les sous-intrigues? Ah, la fameuse histoire A, la fameuse histoire B. Euh, Plan. C'est-à-dire que tu vas mettre en couleur ton intrigue principale et tu vas mettre une autre ligne
avec ton intrigue secondaire. Moi, je fais 2 colonnes. Je fais une colonne intrigue principale, une colonne intrigue secondaire et je mets des codes couleurs pour les voir. Petite question pratico-pratique d'orthographe, une fois n'est pas coutume. Jess me demande, est-ce que quand on utilise le mot mentor, si c'est une femme, qui est donc le mentor, est-ce que on peut, par exemple, dire la mentor parce que c'est une femme. Et du coup, sa problématique à Jess, c'est que dans son livre, elle a 2 types de mentors, un homme et une femme, et donc forcément, quand elle met le mot, bah, ça prête à confusion. Alors malheureusement, là, on touche à la question, de base, qui est qu'on ait une écriture genrée, du coup, et malheureusement, mentor, ou en tout cas, je n'en ai pas le connaissance, mais vraiment, j'ai encore vérifié, c'est un mot qui est masculin, donc tu ne peux pas le transformer. Alors, des fois, on peut accepter la licence d'auteur, mais donc la licence poétique, mais là, ça va, je crois que ça ne va pas être possible. Donc, tu vas malheureusement être obligé de mettre à chaque fois le mentor ou guide, ou enfin prendre des synonymes qui seront aussi masculins d'ailleurs. Mais voilà, on est malheureusement dans une écriture genrée. Et du coup, elle disait justement que ça la gênait aussi le mot maître appliqué à une femme, de l'appeler maîtresse parce que c'était connoté liaison extra-conjugale. Et là, alors on va pas faire polémique, mais quand même, force est de constater que beaucoup de mots qui, en se féminisant, ont une connotation un peu spécifique, entraîneur, entraîneuse, chauffeur, chauffeuse. Voilà, donc du coup, oui, effectivement, maître et maîtresse, ben, maîtresse peut avoir une connotation spécifique parce que voilà, ça c'est la problématique d'un héritage qu'on a de notre vocabulaire qui est un vocabulaire qui est sexiste parce que voilà, patronat, etc., hein, sans vouloir rentrer dans la politique, mais c'est une réalité historique qui est que le masculin, on associait des mots liés au sérieux, au professionnalisme, voilà, et que quand on dit un professionnel, c'est une chose, et quand on dit une professionnelle, il peut être compris d'une toute autre façon. Et là, c'est notre héritage patriarcal, hein, typiquement, qui est là-dessus, et que voilà, donc il ne faut pas hésiter, il faut reprendre le mot maîtresse, qui dans ton texte, ça ne prêtera pas à confusion, et on saura bien que c'est maîtresse dans le sens guide spirituel, ou voilà, et pas dans le sens extra liaison extra-conjugale. Mais j'ai trouvé cette question du coup ultra intéressante parce que oui, on a un héritage de vocabulaire et la grammaire, la syntaxe, elle est porteuse d'un message et surtout d'une histoire aussi, elle n'est pas anodine. Donc en ça, c'est intéressant. Mais je pense que, je regarde Bagnolet qui dit je sais que chez moi, il pleut à mort et la connexion est mauvaise, mais oui, chez nous, il y a eu beaucoup d'orages. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a un peu sauté. Donc du coup, j'espère que ça va fonctionner. Heureusement, on avait déjà 1 heure de direct, donc ça c'est déjà bien. Ça n'a pas coupé dès le départ, mais bon voilà. Du coup, je trouvais que c'était intéressant. L'histoire du genre était intéressant. Euh, alors, j'ai eu une question sur les réseaux sociaux de Rosnaro, du coup, et qui fait suite au podcast de cette semaine, qui est sur les réseaux sociaux. Ah, les fameux réseaux sociaux, la fameuse présence des auteurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que les auteurs doivent être présents sur les réseaux sociaux? On pourrait en parler pendant des heures de ça. Alors, vous connaissez ma position, parce que bah, j'ai fait le podcast, donc du coup, je vous l'ai donné. Ma position sur le sujet, dans un contexte où les réseaux sociaux sont utilisés comme un relais professionnel par les éditeurs, c'est-à-dire que les éditeurs là, vont vous taguer quand ils font des opérations promotionnelles, etc. Si vous êtes auto-édité, alors là, on n'en parle même pas, mais vous êtes quand même obligé d'avoir des réseaux sociaux pour avoir un contact avec vos lecteurs parce que bah, vous n'aurez pas d'autres contacts dans des salons ou très peu, encore à l'heure actuelle. Donc non, on ne peut pas faire l'impasse des réseaux sociaux quand on est auteur parce que c'est un outil professionnel. Maintenant, pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pas la peine d'avoir 50 000
compte, d'être sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, c'est pas la peine, en fait, c'est pas la peine. Allez vers le réseau social qui vous plaît le plus à vous. C'est-à-dire que si vous êtes plus sur Instagram, bah, faites de l'Instagram. Si vous êtes majoritairement plus sur Facebook, faites un Facebook. Si vous êtes gros consommateur de TikTok, bah, allez sur TikTok. Mais ce qui est important, ce que j'ai dit dans le podcast, et je vous renvoie à ce podcast, c'est que vous devez quand même bien connaître la culture de ces réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas comparer Instagram et TikTok. C'est pas du tout la même culture. C'est pas du tout le même usage et c'est pas le même public. Donc les contenus en plus sont pas transposables. Donc quand vous me dites oui, bah, de toute façon c'est pas grave, je fais un contenu et puis le contenu je le déverse sur tous les réseaux sociaux, à mon sens c'est complètement contre-productif parce que un contenu que vous allez partager sur TikTok va pas du tout marcher sur Instagram et inversement. Donc ça, c'est une chose. Autre chose qui m'était posée comme question, du coup, c'est le problème, c'est que l'auteur en question ne veut pas du tout partager quelque chose de son intimité, de lui, parler de lui, mettre des photos de lui. Donc du coup, ben, il aurait dans l'idée de faire un compte de réseaux sociaux qui soit un compte de promotion, où il ne donnerait rien de lui, il ne se montrerait pas. Alors là, je ne vais pas faire de la langue de bois, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous aider. Alors on va appeler un chat un chat. C'est que les gens qui vous suivent en ont rien à faire de la promo. Parce que les gens qui vous suivent, ils vous ont trouvé comment, à votre avis? Comment ils vous ont trouvé? Ben, ils vous ont trouvé soit parce qu'ils ont lu un de vos bouquins, donc ils se sont dit, oh c'est chouette, je vais suivre l'auteur, soit parce que quelqu'un, un ami a dit, ah j'ai un conte, je l'adore, il est super drôle, ou c'est sympa et tout, tiens, suis le compte de cette autrice, où elle donne des conseils, elle livre des recettes, etc. etc. Mais est-ce que vous recommanderiez un compte qui ne parle que des sorties de l'auteur? Ça n'a aucun intérêt. Moi, quand je partage un compte que j'aime bien avec une amie, par exemple, c'est parce que j'adore les photos, je les trouve trop belles, parce que la fille, je la trouve trop canon, parce que il y a plein de photos de chats et que je suis complètement obsédée par les chats, parce que c'est des... alors, on a un compte avec Johanna, par exemple, je vous raconte ma vie, hein, mais c'est pas grave, je vais la vendre. Johanna m'a partagé un compte que j'adore, c'est les maisons de riches, c'est des maisons d'architectes, en fait, hein, qui souvent d'ailleurs sont pas habitées, et c'est des architectures de fou, et j'adore regarder ces photos. Mais vous voyez, il y a un intérêt. Si c'est juste pour partager un compte où on dit oh, dernière sortie, n'oubliez pas, promotion. Enfin, ça n'a aucun intérêt, en fait, pourquoi vous suivriez ce compte-là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous ouvrez un compte, encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans le podcast, demandez-vous ce que vous voulez donner aux gens. Et si c'est juste de la promo, n'ouvrez pas de compte Instagram, Facebook, TikTok. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, il ne décollera pas. Aucun intérêt, encore une fois. Donc, économisez-vous du temps parce que ça ne ramènera pas des acheteurs. Aucune chance. Ce qui va ramener des acheteurs, c'est de créer une communauté. Parce que c'est la communauté qui, parce qu'elle vous aime, parce qu'elle vous soutient, quand vous allez faire une sortie, du coup, va vous porter en parlant de cette sortie-là. Mais cette communauté, elle se crée parce que vous lui donnez des choses qui sont sympas. Donc, et parce que vous donnez quelque chose de vous, en fait. Alors, évidemment, je ne dis pas de montrer toute votre intimité, pas du tout. C'est à vous de choisir ce que vous voulez donner de vous sur les réseaux sociaux. Mais il faut donner quelque chose de vous. Donc, par exemple, vous êtes passionné d'aquarelle, et ben, faites des aquarelles sur votre univers et partagez vos aquarelles. Vous adorez vos chats, et ben, vous postez des photos de chats, donc de vos chats. Donc, vous adorez votre nouvelle déco, et ben, prenez en photo des bibelots chez vous, des choses comme ça. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens de vous kiffer et de kiffer de votre compte, alors vous ne parlez que de promo. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que honnêtement, vous, en tant que consommateur d'un Instagram, Facebook, TikTok, etc., c'est ça que vous recherchez dans un compte? Moi, il me faut un compte qui me fasse un peu rêver, quoi, ou qui me fasse rire, ou qui m'intéresse, ou qui, enfin voilà, qui me parle de la sortie de son bouquin. Je le suis déjà, donc c'est parce que j'aime déjà ce qu'il fait. Donc, du coup, voilà. Et on a tendance à dire en termes de pourcentage, hein, c'est que c'est 20% de promo, 80% de contenu. À vous de choisir ce que c'est comme contenu. Et alors, à la question de oui, mais si on poste des photos sur notre jolie maison ou sur notre... Est-ce qu'on va pas faire des envieux? Pas du tout, pas du tout. Vous êtes sur des communautés qui sont des communautés visuelles. Les gens aiment
ce qui est joli, en fait, ce qui est interpellant, ce qui est joli, ce qui est... Donc les gens vont pas vous en vouloir parce que vous montrez votre jolie maison si vous avez la chance d'avoir une jolie maison, votre piscine si vous avez la chance d'avoir une piscine, et puis voilà. Enfin, par exemple, moi, encore une fois, je vous parle de mon compte. Moi, je suis une grosse fan des palaces, donc et des hôtels 5 étoiles, et donc du coup, régulièrement, avec Johanna, on se fait plaisir, et donc on descend dans des très beaux hôtels. Et en fait, j'aime les beaux hôtels parce que j'aime la belle architecture. Donc du coup, je suis toujours en train de filmer le hall, la chambre, parce que je trouve ça beau, en fait. C'est mon goût. Et jamais personne ne m'a fait aucune remarque. Voilà. Et une personne qui penserait, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous saoule, celle-là, à montrer les beaux hôtels dans lesquels elle descend, c'est pas vos clients. Voilà, c'est qu'ils n'ont rien à faire sur votre compte, et puis bah, ils y vont pas. Voilà. Mais encore une fois, les gens ne prendront jamais mal quand vous êtes sincère, quand vous partagez quelque chose qui vous plaise réellement. Et moi, ça fait toujours rire mes followers, parce que je leur dis tout le temps, bah voilà, j'ai encore sévi, je me suis encore fait plaisir, regardez la sous-tasse, regardez le tableau, regardez le machin, etc. Quand on fait des voyages, etc., je les emmène avec moi, j'emmène mes followers avec moi et je leur montre parce que moi, je trouve ça beau. Donc, et du coup, ce qu'ils aiment, c'est peut-être pas tant le palace, en fait. Ce qu'ils aiment, c'est qu'ils voient que ça m'éclate et que ça m'enthousiasme. Et vous, peut-être, vous avez, quand vous rencontrez une personne, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous pouvez être touché par une personne qui est enthousiasmée. Elle est en train de vous parler d'un truc, mais vous n'en avez rien à faire parce que c'est pas du tout votre truc, mais ce que vous appréciez, c'est son enthousiasme. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, adorait le tuning, alors peut-être vous, c'est pas du tout votre truc, le tuning, mais de le voir tellement s'éclater à vous parler du tuning, etc., bah, ça devient intéressant. Et c'est ça qu'il faut que vous passiez dans votre compte de réseaux sociaux. Et de réseau social. Et du coup, si ça, vous n'êtes pas prêt à le faire, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, vous pouvez ne pas avoir envie de faire ça, n'ouvrez pas un compte sur des réseaux sociaux, ça ne servira à rien. Donc économisez-vous ce temps, hein, clairement. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un côté exhibi. C'est juste à vous de savoir ce que vous choisissez de livrer au monde. Donc voilà, vous êtes évidemment pas, enfin, vous n'allez pas raconter votre vie. Enfin, si vous avez envie, vous le faites, mais si vous n'avez pas envie, votre vie elle est suffisamment riche pour mettre l'accent sur le fait que vous adorez faire la cuisine. Alors vous montrez vos plats, vous adorez, vous arrivez le scrapbooking, vous adorez le scrapbooking, bah, vous montrez des trucs de scrapbooking et puis voilà. Donc après la question c'est oui, mais est-ce qu'il faut adapter son contenu à son lectorat? Par exemple, si on a un lectorat qui est très âgé, hein, plutôt masculin, et que nous, ce qui nous fait kiffer, c'est les licornes. Alors n'oubliez jamais, encore une fois, que sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui doit vous ressembler. Encore une fois, le lecteur qui vient chercher votre réseau social, il vient vous chercher vous. Il vient vous connaître, en fait. Sinon, il ne fait pas cette démarche, en fait. Si vous connaître ne l'intéresse pas et que ce qui l'intéresse, c'est juste lire vos histoires, il lit juste vos histoires. Donc, c'est tout. Il ne sera pas sur vos réseaux sociaux. Ce qu'il veut, quand il vient sur vos réseaux sociaux, c'est vous connaître ou avoir l'impression de connaître une partie de ce que vous aimez ou de ce que vous n'aimez pas, etc. Donc ça va l'amuser de voir si vous écrivez de la SF un peu old school, etc., que vous aimez les licornes. Ça va l'amuser. Alors soit il va rester, parce que ça va l'amuser de savoir qu'un auteur qui écrit de la SF old school, et ben, il aime les licornes, c'est ça qui va l'amuser. Du coup, et si ça lui plaît pas, bah, il passera son chemin. Mais non, non, faut pas du tout adapter. Non, non, encore une fois, le lectorat qui vient vous voir, il vient pas vous voir pour continuer de suivre votre univers. Il vient vous voir parce qu'il veut savoir, vous, en tant qu'auteur des romans qu'il a aimés, c'est quoi votre univers. C'est ça qu'ils viennent chercher, pas autre chose. Hein, pas autre chose. Donc, non, non, hein, si tu aimes les licornes et que tu écris, voilà, enfin, moi j'écris les polars ultra gore, je fais du corpse art dans mes romans. Enfin, pour ceux qui suivent mon compte Instagram, je fais des stories où je fais parler mes chats. Donc voilà. Bref. Donc, et ça pose pas de problème. Les personnes qui en ont rien à faire des chats et que je gonfle avec mes histoires débiles de chats et de sauvetage de hérissons en culotte à 6 h du matin, ils me suivent pas, ils se désabonnent et ils continuent de lire mes livres, mais juste ma personnalité ne les a pas touchés. Et puis ceux que ça fait rire, du coup, et que ça amuse que j'écrive des horreurs sur mes polars et que je saute des hérissons dans ma piscine à 6 h du matin en culotte, du coup, sous l'œil blasé du voisin, et ben ils continuent de me suivre. Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent pas pour autre chose. Hein. Et puis alors, il y a des réseaux sociaux encore plus, hein, TikTok, ils viennent pour se marrer. Donc si vous n'êtes pas quelqu'un de comique dans l'âme, et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est pas donné à tout le monde d'être un comique, c'est un métier, n'allez pas sur TikTok, ça n'a aucun intérêt.
en fait. Hein. Donc voilà, ne vous mettez pas dans une situation d'échec avec ces histoires de réseaux sociaux. Hein. Cyrielle, petite question sur les ressources d'inspiration, sur les sources d'inspiration pour nos personnages. Comment rassurer nos proches, expliquer que nous nous inspirons d'eux, mais d'autres personnes aussi, et que nos personnages ne sont pas eux à 100%. Cela peut poser problème, par exemple, si nous faisons ressortir un de leurs gros défauts qu'ils reconnaissent. Ah ah, c'est le drame des auteurs, ça. Hein. Bah tu peux pas, clairement. Encore une fois, tu sais, hein, si le lecteur, qui est un de tes proches, il reconnaît un de ses défauts, c'est qu'il en a tout à fait conscience. Hein. Donc voilà, mais tu sais, le super pouvoir des auteurs, hein, c'est la justesse et la précision de notre plume. Hein. C'est qu'on a le sens de la création des personnages et qu'on est des éponges et que bien sûr qu'on se sert de tout ce qui fait notre expérience et nos rencontres et donc oui, donc malheureusement, tu auras beau dire, mais c'est pas toi en fait. C'est toi et d'autres et peut-être pas toi. Et si quelqu'un pense que c'est lui que vous avez brossé, bah c'est mort. Hein. C'est mort. Moi j'ai eu le cas, hein, j'ai eu le cas. Hein. Donc bah, notamment sur le roman que j'écris à l'heure actuelle, hein, c'est un roman de Blanche, donc c'est pas un roman drôle du tout, hein, c'est un drame familial. Donc j'aborde un certain nombre de thèmes et je suis persuadée que certains membres de ma famille qui vont tomber dessus, ils vont se reconnaître. Ce sera pas eux, mais eux, ça va faire écho à ce qu'ils sont et je pourrais pas les dissuader de ça, c'est certain, c'est certain. Donc puis alors des fois il y a l'inverse. Par exemple, pour ceux qui ont lu Pas si simple. Alors, le personnage de la mère de l'héroïne, c'est ma mère. Tout le monde dans mon entourage a su que c'était ma mère, sauf elle. Donc voilà, et pour ceux qui ont lu Pas si simple, ils voient tout de suite de quoi je parle, parce que ma mère, c'est tout un... C'est tout un... Elle méritait un personnage entier de roman. Bah, tout le monde a vu que c'était elle, hein, tout le monde a compris que c'était elle, voilà, mais sauf elle. Donc. Mais malheureusement, non, il n'y a pas de... C'est la malédiction des auteurs. Les gens qui ont quelque chose à se reprocher et qui ont un point faible et qui savent qu'ils ont fait des choses ou qu'ils ont un défaut, etc., tu pourras pas les empêcher de dire mais c'est tellement moi et en même temps pourquoi et en même temps ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Et je ne parle pas des gens qui vont, comme moi, aborder la littérature de Blanche sur des histoires de famille qui ont eu lieu. Là, tu vas taper juste, hein, tu vas taper dans des cadavres et dans des... Ça, c'est le problème de l'auteur. Donc, à toi de savoir si tu veux le faire, si tu veux avoir cette discussion-là avec tes proches, ou si tu préfères faire marche en arrière et traiter autre chose. Mais c'est la malédiction des écrivains, ça c'est sûr et certain. Hein. Moi, le nombre de fois où des personnes, qui n'étaient pas des proches d'ailleurs, mais des personnes en rigolant m'ont dit ouh là là, je viens de te confier ça, tu vas t'en servir pour un de tes romans. Bon, inconsciemment, c'était des gens qui certainement voulaient que je les mette dans le roman, mais tu pourras pas t'en empêcher, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, Karel, on peut faire le choix d'utiliser de l'écriture inclusive ou plus féminisée aussi, où c'est mal vu par les éditeurs, comme l'accord de proximité au lieu de la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Moi, je te conseille de voir avec ton éditeur la politique qu'il utilise. Moi, mon éditeur, par exemple, il m'a donné le choix. Voilà, il m'a dit, moi, je pratique les deux. Donc, soit on fait la règle de la proximité, on applique l'accord de proximité, soit on utilise l'orthographe classique, genrée, etc. Mais ne le fais pas à sa place. Ou alors, tu le fais et tu acceptes que ton éditeur puisse te dire, écoutez, pour que ce soit raccord avec le reste de ma ligne éditoriale, pour l'instant, on fait comme ça et on peut voir à changer ou on peut voir, voilà. Donc, accepte la marge de négociation avec ton éditeur. Donc, voilà. Fais comme tu le sens. Moi, j'aime bien l'accord de proximité. Hein, voilà. Mais après, je suis pas fermé hein, sur les propositions, mais vois avec lui. C'est une négociation que tu vas avoir avec ton éditeur parce qu'en général, l'éditeur, il fait le choix et il l'applique à tous ses romans. Donc, du coup, il se peut qu'ils te disent c'est une bonne idée, sauf que c'est pas le choix éditorial qu'on a fait pour tout notre catalogue. Donc, pour que ce soit cohérent et raccord, il peut peut-être te dire moi, je préfère qu'on utilise ce type d'orthographe pour une question de cohérence, du coup. Ah, merci Merviolia d'avoir été prévenue sur l'autre live. Oui, ah, c'est top. Oui, merci d'être venue. Ah, la technique. Ah, la technique. Sarah, oui, on ne peut pas mettre le même contenu sur tous les réseaux sociaux. Oh oui. Oh oui.
Dixit, moi qui travaille dans un groupe média et donc réseaux sociaux. Alors bah oui, d'autant plus. Alors oui, n'hésite pas à réagir hein, si je dis des bêtises, mais oui, hein, ça a complètement. Hein. Ah bah oui, hein, ça c'est la règle de base. Hein, c'est la règle de base. Hein. C'est la règle de base. C'est clair. Magnolia Bible, les chats. Je les saoule, mes followers, mes chats. Mais ils me saoulent aussi, donc... Sylvie, sur mon compte, je poste ce qui m'inspire et me passionne. Nickel. Nickel. Moi, je suis aussi des comptes d'auteurs qui, par exemple, il s'avère que ce sont des auteurs qui sont hyper engagés sur certaines causes, la cause écologique, etc. Et qui, du coup, bah, repostent des trucs qui comptent pour eux, etc. Et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, je viens chercher sa personnalité. Moi, par exemple, je ne me cache pas du fait que je suis féministe donc, et engagée, du coup, parce que c'est... Voilà. Donc vous allez croiser sur mes réseaux hein, des posts, pas tout le temps, c'est sûr, parce que ça dépend de l'actualité, comment je réagis et ce que j'ai envie de dire, bien sûr, donc c'est pas quotidien, mais de temps en temps, c'est sûr, il faut vous attendre à avoir une publication très engagée, parce que c'est moi, en fait, ça fait partie de mon caractère, pour le coup. Donc voilà, mais c'est ça qui est intéressant et qu'on vient chercher chez les auteurs. Hein. Elisabeth, pour faire suite au podcast sur les réseaux sociaux, j'ai posé la question en com sur Instagram, quelle est la place de l'auteur sur les groupes de lectrices. J'ai l'impression que certaines font ami-ami avec les lectrices jusqu'à s'interposer dans les publications polémiques. Alors, qu'est-ce que tu entends exactement comme s'interposer dans les publications polémiques? Si c'est ce à quoi je crois, je vais tenter une réponse, tu me dis si je suis à côté de la plaque ou pas. Vous avez des très gros groupes de lecteurs, et quand je dis des très gros groupes de lecteurs, c'est jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 followers sur Facebook évidemment. En tant qu'auteur, on ne peut s'empêcher de se dire que si on est actif sur ce type de médias et que de temps en temps on glisse une info sur ses sorties, etc., vu qu'il y a 10 000 followers et qu'a priori c'est donc que des lecteurs, a priori c'est potentiellement que des clients. Donc voilà. Et que parfois, c'est encore plus sournois que ça comme façon de faire, c'est qu'il peut y avoir des polémiques autour de thèmes, autour de romans, puisque c'est des forums de lecture, donc bien sûr les polémiques, elles frappent des auteurs ou elles frappent des romans, évidemment. Et donc, certains auteurs se mettent en avant dans ces polémiques-là, parce que du coup, leur nom circule, donc du coup, les lecteurs parce qu'on ne va pas se mentir, dès qu'il y a une polémique, évidemment, tout le monde se connecte dessus, soit en spectateur, soit en acteur, mais les polémiques, elles attirent toujours des posts, des commentaires, etc., pour tout un tas de raisons, bien entendu. Donc du coup, ça veut dire beaucoup plus de lecteurs potentiels qui vont voir le nom de l'auteur qui va prendre parti pour, généralement, l'opinion dominante et celle de la majorité des lecteurs-lectrices, du coup, s'il veut être stratégique, et donc on va se dire, ah oui, tiens, un auteur qui prend position et tout, carrément, qui n'hésite pas à citer des noms, ou qui n'hésite pas à prendre parti, etc. Je vais aller voir ces réseaux sociaux et je vais m'intéresser à ces romans. Si c'est bien ça dont tu parles, si c'est bien cette façon de faire dont tu parles. C'est une stratégie, hein, c'est une stratégie marketing, c'est pas la mienne. Je trouve qu'elle est assez contre-productif parce que ça veut dire que vous allez faire venir à vous des lecteurs pour des mauvaises raisons, en fait. Donc, du coup, moi, je pense qu'elle n'est pas efficace comme stratégie. Et je pense que, en tant que professionnel, on doit et là, ah oui, disclaimer, j'oublie, là c'est mon opinion à moi, hein, donc je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, vous ferez ce que vous voulez. Donc là, pour le coup, c'est vraiment moi, toute seule. Je pense qu'en tant que professionnel, ben, on se doit une certaine neutralité, quoi, en fait. Vous, dans votre boulot alimentaire, si vous avez encore un travail alimentaire, vous n'allez pas gérer la foire d'empoigne et balancer comme ça votre opinion et mettre de l'huile sur le feu alors qu'il y a une altercation dans votre bureau. Normalement, l'idée, c'est comme on est tous là pour bosser, l'idée, c'est que pas, on va pas envenimer les choses, donc on va essayer de pas trop, voilà, et on évite de faire passer ses opinions personnelles et ses croyances et ses machins et tout sur un contexte professionnel. Donc du coup, moi, au niveau de l'éthique, j'ai tendance
à faire un peu pareil et à pas trop mettre le nez dans les polémiques. Et encore une fois, je vous dis ça, mais il y a des fois des sujets qui me mettent mais hors de moi et du coup j'interviens. Mais j'interviens pas sur j'interviens rarement sur le fil de la polémique. Je fais un statut, un statut à part pour dire bah, je prends vraiment position et j'en fais quelque chose de plus général. Mais encore une fois, hein, il y a des fois on réagit à chaud. Hein. Moi, il m'est déjà arrivé hein, sur des polémiques de réagir à chaud et de m'en vouloir après. Voilà, mais tant qu'à faire, j'essaye de l'éviter. Et en tout cas, quand je le fais, quand je réagis à chaud, c'est que vraiment, ça m'est sorti des tripes et que vraiment, là, je ne pouvais pas laisser passer ça. Pas pour une question de stratégie. Ça se sent toujours quand c'est trop stratégique et c'est trop... voilà. Après, je sais qu'il y a des forums de lecteurs-lectrices où les créateurs du forum ou du groupe Facebook autorisent les auteurs à faire de la pub. Pour eux. Donc auquel cas, moi je ne l'ai jamais fait, mais auquel cas, enfin vous, il faut pas hésiter, hein, puisque c'est autorisé par les modérateurs et les choses, bon pourquoi pas, hein, vous dites, oh ben voilà, si ça peut intéresser certains ou certaines d'entre vous, je sors tel type de livre, vous balancez votre quatrième de couverture, votre couverture, et puis voilà. Mais juste, faites attention qu'avant, on se soit bien entendu sur le fait que c'était possible. Hein. Je sais que tous les groupes ne le permettent pas. Il y a des groupes qui le permettent, donc s'ils le permettent, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Julie, heureusement que tu ne partages pas ton art sur Instagram. Ouais, bah, je pourrais, mais ce serait du gore. Hein. Mais je dessine, mais pas jusque-là. Pas jusque-là. Mais oui. Mais dans ma tête, c'était joli, mon corps art. Bonsoir Emmanuel. J'écris un polar assez original qui suscite beaucoup de choc auprès de mon entourage. Dois-je l'éditer sous un pseudonyme? Alors ça dépend. Ça dépend. Est-ce que tu as par ailleurs, comme Superman, un boulot alimentaire? Si tu as un boulot alimentaire et que du coup, ce que tu abordes comme thématique est assez dérangeant dans ton polar et assez polémique, par exemple, du coup, c'est assez judicieux de cloisonner tes deux carrières parce que tu sais pas comment tes collègues de boulot, à qui tu n'as peut-être pas envie de partager cette partie-là de ton univers, peuvent recevoir cette histoire-là. Donc ça peut être un choix. Si tu as un doute, prends un pseudo, surtout si tu as une carrière professionnelle à côté et que tu fais un roman. Voilà, moi je parle de thématiques que je connais, hein, qui sont des romans autour du cannibalisme, autour de la pédophilie, des actes de nécromancie, etc., des viols de cadavres, enfin bon voilà, tout ce genre de trucs avec une morale à la fin qui est très subjective. Hein, si c'est de l'horreur que tu écris ou voilà, ce genre de choses, c'est des thématiques qui peuvent très clairement choquer encore des personnes, même si c'est pas original, ça a déjà été beaucoup fait, mais tu as des personnes que ça peut déranger, puis surtout tu as des personnes qui ne font pas la différence entre l'auteur et son œuvre. Et parce que moi, le nombre de fois où on m'a dit mais attends, pour que tu puisses écrire des trucs pareils, mais qu'est-ce que tu as dans la tête, quoi? Enfin voilà, pour penser à des trucs comme ça, bon, ça c'est les personnes aussi qui vont avoir du mal à faire la séparation entre l'acteur et le rôle, et qui du coup vont avoir tendance, moi je me souviens toujours c'était touchant à la fois, je fais pas mal de Comic-Con, hein, de conventions de fans, etc., voilà, en bonne geek que je suis, et on recevait l'acteur qui fait Moriarty dans la série Sherlock, du coup, avec Benedict Cumberbatch. Et on a c'était une fan qui posait une question et qui a posé une question et comme elle l'a posé, ça avait l'air de dire en gros qu'est-ce que ça vous fait d'être un psychopathe. Et du coup l'acteur qui a l'habitude, pour le coup, hein, je pense que c'était peut-être la première fois qu'on lui posait la question, il a dû faire un pas de côté en disant bah si j'avais été un sociopathe, très probablement que ça aurait été ça, mais je rappelle que je ne suis pas Moriarty et je ne suis pas un sociopathe, donc je ne peux pas vous répondre. Évidemment que moi je tuerai jamais quelqu'un et je manipulerai jamais quelqu'un comme ça, et puis voilà, donc bref, si tu as le moindre doute, ne te mets pas en danger et prends un pseudo. Voilà, c'est plutôt mon idée. Bonsoir Hello. Ben non, t'excuses pas, désolé. Non. Ah ben ne t'excuses pas de ton retard, moi j'ai eu une coupure, hein, alors je vais te dire, hein, voilà, et puis tu viens quand tu veux surtout, hein, donc
Je ne sais pas si tu as donné une réponse à mes questions sur les concours. Non, justement, super, je vais l'aborder. Alors donc, Hello pose cette question sur les concours et les appels à texte. Moi, je mets les deux dans le même panier parce que souvent c'est ça, hein, c'est des appels à texte déguisés en fait, hein. Donc les concours d'écriture et les appels à texte. Euh, tu souhaitais participer à un concours d'écriture et elle se posait deux questions. Tu te posais deux questions. La maison d'édition qui propose le concours a-t-elle le droit d'utiliser mon texte s'il n'est pas sélectionné? Sauf si, je fais les brutales aussi, sauf si dans le règlement intérieur du concours, et je sais que certains concours le font, bon là j'aurais des trucs à dire, mais bref, ils proposent, hein, tu disposes, sauf si dans le règlement intérieur du concours, il est spécifié euh, si tu n'as pas réussi si tu n'es pas sélectionné, que tu n'as pas le premier prix, l'éditeur se réserve le droit de publier des extraits de ton texte ou le texte en entier pour les 5, 10 finalistes, les 15 finalistes, etc., etc. Ils peuvent le mettre dans le règlement intérieur. Auquel cas, vraiment, quand tu envisages de participer à un concours, lis bien toutes les clauses de ton règlement intérieur parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur les clauses. Et il n'y a pas de modèle type, en fait. Comme c'est contractuel, la maison d'édition qui organise le concours, elle peut mettre ce qu'elle veut dans son règlement intérieur. Donc, à toi de voir. Donc, parfois, il y a des choses qui se glissent. Donc, fais attention. Mais s'il n'y a rien dans le règlement intérieur, bien entendu, elle n'a pas le droit d'utiliser ton texte sans ton accord. Est-ce qu'en participant au concours, je cède les droits de ma création à l'éditeur? À voir dans le règlement intérieur. Vous avez des appels à texte où très clairement, oui, il vous dit l'auteur qui participe au concours accepte la publication sur tout support internet de son œuvre, etc., etc. Voilà, ou accepte de céder ses droits, ou je ne sais quoi d'autre. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Bref, donc regarde bien le règlement intérieur du concours. Si rien n'est spécifié, absolument pas. Il faut que ce soit marqué noir sur blanc sur le règlement intérieur du concours. Si c'est pas marqué noir sur blanc, c'est niette. Donc, non, non. Dans les conditions, ils veulent une description détaillée des personnages principaux. Est-ce que je peux envoyer mes fiches de personnages ou dois-je tout rédiger? Non, les fiches de personnages, c'est bien aussi. Si tu as un modèle de fiche de personnage quand même complet, hein, avec des paragraphes qui décrivent son background, son passé, ce qu'il apprend, ses qualités, ses défauts, etc., la fiche de personnage, elle est assez complète. Hein. Elle est assez complète. C'est un support qui est tout à fait utilisable. Hein. Tu n'es pas obligé de faire une rédaction d'une page sur ton personnage. Hein. Du tout, du tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors ensuite, Guillaume aussi a répondu dans le sens, hein, voilà, il faut regarder le règlement intérieur du concours. Il est publié avec le concours ou l'appel à texte. Hein, tu dois avoir ce règlement intérieur. Donc voilà. Sarah, je dirais même que les gens créent des polémiques. Oh oui, bah, ils adorent ça, bah, parce que ça fait du mouvement. Voilà, hein, c'est voilà. Hein. Puis l'auteur pourrait se mettre à dos des personnes qui potentiellement auraient lu leur livre s'il n'avait rien dit. Ça, c'est tout à fait possible. Ah bah oui, quand tu es sur une polémique et que du coup tu tranches et que tu prends position, tu prends le risque que ta position, vu que c'est polémique, hein, que ta position, elle ne plaise pas à la moitié du lectorat. Parce que si c'était pas polémique, voilà, si tout le monde était d'accord, il n'y aurait évidemment pas de polémique. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Elisabeth, donc il me dit c'est pas la mienne non plus pour cette histoire de polémique et tu as bien répondu à ta question. Tant mieux. N'oubliez jamais que, et ça c'est pas évident, hein, mais ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, même si c'est un truc ultra privé, tout est public en fait. Et vous avez une image publique. Et donc un truc que vous avez publié il y a 5 ans, 10 ans, si un jour vous avez la carrière de Musso, et vraiment je vous le souhaite, et ben ça sera ressorti parce qu'une fois que c'est sur le net, c'est sur le net. Donc faites attention, et je vous dis ça, il m'est déjà arrivé d'avoir un coup de sang sur un statut parce que vraiment ça me heurtait et ben, c'était trop tard quoi, c'était fait. Hein. Donc voilà, donc même quand on le sait, même quand on fait super gaffe et qu'on se dit voilà, je fais vraiment attention à ce que je publie sur internet, on est des êtres humains, hein, donc des fois comme on dirait, hein, on a les bonbons qui collent au papier, hein, donc voilà, et à un moment, wow, voilà. Donc conseil, fais un pas de côté. Voilà, prends un peu de recul, ferme Facebook, Instagram et que sais-je, et allez faire un tour ailleurs. Moi, c'est le conseil que je m'applique aussi. Hein. Alors, Emmanuel, quelle est la fourchette nombre de mots pour un polar?
Alors, il n'y a pas de règle gravée dans le marbre sur le nombre de mots, parce que c'est selon l'histoire, hein. Donc, tu as des histoires qui s'écrivent de façon courte, et puis d'autres qui s'écrivent de façon longue. Maintenant, le polar est un genre percutant qui va droit au but. Du coup, c'est souvent des romans un peu plus courts que d'autres types de romans, comme le genre fantasy, par exemple, ou SF, qui sont traditionnellement plus grands. Mais là, c'est des tendances que je te donne, hein. C'est pas du tout une règle, hein. C'est des tendances. Donc, pour un polar, je dirais que entre 80 et 100 000 mots, c'est bien. Mais par exemple, Gone Girl, il en fait 120. Il fait 120 000 mots, Gone Girl. Donc, ça dépend. Mais la bonne moyenne, c'est ça. Voilà. Moi, pour te donner une idée, je tourne à 80 000 mots, à peu près. 80, 80, non, plutôt 90 000. C'est la romance où je fais du 80 000 mots. C'est plutôt, voilà, entre 80 et 90 000 mots, ce que je fais moi pour mes polars. Et c'est plutôt des polars assez denses. Mais voilà. Mais si tu veux un ordre d'idée, c'est ça, en ordre d'idée. Alors, eh ben, je crois que j'ai fait le tour des questions qu'on m'avait posées. Ouais, j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous pose. Bah, moi, je vais me permettre de vous en poser une de question, du coup, si ceux d'entre vous acceptent de répondre. On se posait la question avec Johanna de savoir, en plus de la chaîne de podcast et des lives que je fais, est-ce que vous êtes consommateur de petites vidéos YouTube de conseils d'écriture, des vidéos de 10, 15, 20 minutes. Du coup, c'est quoi votre position? Est-ce que vous êtes assez consommateur des vidéos sur les conseils spécifiques d'écriture, hein? Évidemment que si vous suivez des youtubeurs, influenceurs, santé, bien-être et tout, c'est mieux de les voir, quoi. C'est sûr. Donc, est-ce que c'est un format que vous aimez bien, les vidéos YouTube? On se demandait si c'était intéressant de le faire en plus des podcasts ou pas. Donc, je serais curieux d'avoir votre ressenti là-dessus, si jamais certains veulent répondre à la question. Sarah qui dit je m'enfuis pour manger. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Sarah, n'hésite pas à envoyer un mail sur la formation, hein, celle d'octobre, hein. On va ouvrir, on va faire la masterclass très très précise, grosse masterclass technique pour la salle, la salle d'attente et pour expliquer toute la formation, ce que vous allez y trouver, ce qu'on va faire, ce qu'on va accompagner. Puis on a des retours parce qu'on a déjà pas mal d'anciens élèves qui viennent de signer, hein, qui sont en train de signer et qui signent et qui sortent des livres. Donc du coup, voilà, donc faut pas hésiter à aller sur le programme et puis on en discute et pose toutes les questions que tu veux, hein. La formation, elle démarrera début octobre, le 5 octobre, sous couvert de Johanna, voilà, je me plante toujours là-dessus. Alors éventuellement, oui, j'ai plutôt des réponses oui, complètement pour les vidéos. Alors apparemment, j'adore. Bon, bah, YouTube n'est pas mort, hein, visiblement. Donc, oh Tia, c'est cool que tu sois là. Très pratique pour mettre ça en playlist. Ah bah ok, bah, je pensais que YouTube était mort, moi. Donc j'étais en train de dire, oh, tu crois qu'on fait des vidéos, voilà, qui vont voir ma tête. Donc bref, et unique. Donc ok, oui. Ok, chouette communauté d'auteurs. Bon. Alors oui, ah bah c'est un grand oui. Sur les différents, qu'est-ce qui serait différent par rapport à des podcasts? Oh, j'aborderais des sujets peut-être un peu plus pointus, un peu plus précis peut-être. Du coup. Ou alors je donnerais des exemples que j'ai pas eu le temps de donner dans les podcasts, parce que les podcasts, des fois, j'ai des sujets qui sont tellement larges, je suis obligée d'y aller à la truelle, hein, donc ce serait plus ciblé en fait. Donc comme une espèce de développement du podcast, des focus, voilà, si je fais pas des focus de podcast du coup. Ce serait plutôt ça, en fait, l'idée. Ah, Jennifer, n'hésitez pas pour la formation, hein, c'est vraiment top. Merci. Et je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé. Euh, Ah, bah, c'est génial. Julie, c'est génial. Bon, c'est cool. Bon, alors d'accord. Ok. Donc, majorité au oui. Isa, bah oui, Isa. Merci.
Merci de nous soutenir sur la formation. On se décarcasse tellement, puis on a fait plein de mises à jour. On est en train de travailler comme des tarés cet été pour du coup toiletter la formation, etc. Donc vraiment, vraiment pas mal. Bien, si nous avons fait le tour des questions, encore une fois, je suis désolée. Je suis là et je vois tes paroles hyper intéressantes. Merci Tia, merci de ta bienveillance et surtout de ton soutien. C'est une amie très chère à mon cœur, donc je suis contente qu'elle soit là parce qu'elle n'est pas autrice, donc qu'elle se tape mes lives alors qu'elle n'est pas autrice, ça c'est top. Alors YouTube a pris un peu cher avec Twitch, mais c'est pas mort. Oui, mais alors c'est ça le problème. Alors Twitch c'est génial, moi j'adore, je suis hyper consommatrice de Twitch parce que je suis des dessinatrices que j'adore, mais alors c'est toujours pareil, sur Twitch, quand tu es auteur, hein, bah, tu montres quoi? Regardez ma page Word. Ou alors peut-être on fait autre chose sur Twitch, je sais rien. Mais ouais, Twitch, moi j'aime bien. Donc c'est cool, c'est cool. Sylvie, je compte bien faire cette formation, mais viens t'éclater avec nous, viens t'éclater dans dans la nouvelle promotion. On va vraiment faire des choses géniales. Donc Emmanuel, durant l'écriture du polar, bien qu'ayant situé la trame de l'histoire, je me retrouve à vouloir ajouter plus de suspense ou de modifier son déroulement. Est-ce normal ou c'est le syndrome du novice? Non, c'est normal, on a toujours envie de tout toucher. Donc tu relis une fois, tu corriges une fois, voire deux, et après tu le balances à un professionnel ou à des correcteurs professionnels si tu te diriges vers l'auto-édition, mais tu t'arrêtes, parce que sinon tu t'arrêteras jamais. Et c'est pas un problème d'être novice, on le fait tous comme ça, hein. Donc on est tous persuadés d'écrire n'importe quoi, que c'est nul, on est le pire auteur du monde, et donc on veut retravailler, retravailler, retravailler. C'est pour ça que Johanna, dans ses cours d'accompagnement d'écriture, elle est la première à le dire. À un moment, c'est toi qui dis stop, ça sera jamais parfait. À tes yeux, ça sera jamais parfait. Jamais. Même au bout de 15 bouquins, ce sera jamais parfait. Donc voilà. Oh Magnolia, vivement octobre. Pourquoi tu viens dans la formation en octobre? Oh, attends, ce serait top si tu étais dans la formation. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On va avoir une super promo encore. Vous allez choisir des noms de promo qui sera de toute façon pas ma proposition, donc je vais encore bouder. Mais bon, bref, j'essaierai de vous payer cette fois-ci. Donc si on a fini, merci de votre retour, que vous soyez encore là, malgré la coupure, je m'en excuse encore, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref, vous aurez deux vidéos, hein, parce qu'on les met en replay, hein, quoi qu'il arrive, mais voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, si j'ai bidouillé un truc ou pas, donc vraiment, je m'excuse encore. On va espérer que mercredi, dans 2 semaines, il n'y aura pas de coupure, parce que c'est vraiment nul. Donc voilà, merci beaucoup, on va réfléchir à cette histoire de vidéo, c'est prévu en tout cas, et en tout cas, très très vite à septembre pour parler de la formation, et ça va être une super aventure encore, donc merci de votre attention, je vous souhaite une très très bonne soirée, lâchez rien, et on se retrouve dans 2 semaines.